Taira no Masakado est souvent considéré comme le premier véritable samouraï du Japon, en raison de son leadership à la tête d'un groupe autonome et de sa rébellion contre le gouvernement central à Kyoto. Pendant la période Heian, il a défié l'ordre établi et a constitué sa propre base de pouvoir, donnant un véritable but au noble guerrier qui deviendra plus tard connu sous le nom de samouraï, né dans une famille aristocratique distinguée. Pourtant, son héritage ne serait pas celui d'un service discret. Avec une rapidité et une stratégie remarquables, Masakado s'empara de plusieurs provinces, chassa les fonctionnaires locaux et prit possession des sceaux et des clés impériaux, symbole d'autorité. Selon le Shomonki, une chronique anonyme écrite peu après sa mort, sa défiance audacieuse ébranla les fondements du pouvoir centralisé. Un oracle divin de Hachiman, le dieu du tir à l'arc et de la guerre, proclama Masakado empereur du Japon. Ce message fut transmis par une chamane, et Masakado, enhardi par cette approbation divine, prit le titre de Shino, signifiant le nouvel empereur, bien qu'il y eût déjà un empereur en place. Les légendes racontent une rencontre mystique au cours de laquelle une déesse locale baigna Masakado d'une lumière éclatante, le rendant presque invincible. À l'exception d'une seule zone ombragée sur son corps, semblable au mythe du talon d'Achille lors de la guerre qui suivit sa proclamation impériale, on raconte qu'il fut trahi par une amante et qu'une flèche atteignant le seul endroit vulnérable de son corps mit fin à sa vie. Sa tête tranchée fut emmenée à Kyoto et exposée sur le marché de l'Est comme avertissement aux futurs rebelles. L'empereur interdit des funérailles dignes ou un mémorial laissant l'esprit de Masakado errer sur terre, sans repos et sans rédemption. Ainsi, il devint l'un des 3 grands Onryo du Japon, des esprits vengeurs censés semer le chaos dans le monde des vivants en représailles aux injustices qu'ils ont subies. Au fil des siècles, l'héritage de Masakado a évolué. Beaucoup en sont venus à le vénérer comme un dieu ou un demi-dieu, admirant son courage d'avoir défié le pouvoir impérial. Comme le Japon de l'époque était sans loi et terrifiant, certains considérèrent la rébellion de Masakado comme quelque chose de positif et une renaissance pour une terre gangrenée par la corruption où les gens de basse naissance souffraient. Des sanctuaires ont été érigés en son honneur et des offrandes étaient faites pour apaiser sa colère. Des histoires persistent sur l'apparition de son fantôme à travers les âges, apportant malheur, épidémies, tremblements de terre et autres calamités chaque fois que sa mémoire était déshonorée. Pourtant, paradoxalement, il est aussi considéré comme une divinité protectrice, un porteur de prospérité pour ceux qui le vénèrent sincèrement. À ce jour, les gens continuent de visiter son sanctuaire à Tokyo, laissant des prières et des offrandes dans l'espoir de gagner sa faveur, ou au moins d'éviter sa colère. Voici la légende de Taira no Masakado, le rebelle divin, le premier samouraï et l'esprit vengeur qui détient peut-être encore du pouvoir dans le royaume spirituel du Japon. Voici son histoire à l'époque de Masakado. L'élite aristocratique, ces courtisans privilégiés qui gouvernaient autrefois avec assiduité les affaires de l'État, étaient devenus indifférents aux problèmes chroniques qui tourmentèrent le royaume. L'anarchie, la mauvaise gouvernance et le mécontentement croissant du peuple se répandaient sans contrôle, aussi bien dans la capitale que dans les provinces lointaines. De nombreux gouverneurs nommés par la cour n'étaient guère plus que des opportunistes égoïstes, des hors-la-loi en habits nobles qui recherchèrent leur profit personnel au détriment de la justice et de l'ordre. Des bandes de brigands opéraient en toute impunité, souvent en collusion avec des fonctionnaires corrompus, interceptant les cargaisons de riz destinées à la capitale comme tribut fiscal. Le peuple souffrait gravement. Les paysans étaient réduits à la misère, piégés dans une vie de difficulté sans aucun espoir d'amélioration. Le Japon à l'époque de Masakado était loin d'être un état unifié et harmonieux. C'était plutôt une mosaïque fragmentée de clans rivaux maintenus ensemble, sous l'autorité nominale de la cour impériale. Bien que l'empereur fût censé commander la loyauté absolue de tous, le véritable pouvoir avait commencé à lui échapper. La nation était officiellement divisée en 66 provinces, chacune placée sous la juridiction de gouverneurs nommés par le trône. Pourtant,
À cette époque, bien que la structure du pouvoir impérial soit restée intacte, la substance de cette autorité s'était évanouie. Le clan Fujiwara, une famille aristocratique influente, prit effectivement le contrôle de la cour en gouvernant à travers de jeunes empereurs, placés sur le trône davantage comme des figures cérémonielles que comme des souverains. Ces empereurs étaient souvent les fils des filles Fujiwara. Et même lorsqu'ils atteignaient l'âge adulte, le véritable pouvoir restait entre les mains des régents Fujiwara. Ainsi, le prestige de l'empereur diminua et avec lui la légitimité du pouvoir centralisé. Le déclin de l'autorité impériale marqua le début de l'effondrement de l'état bureaucratique du Japon. Un symbole frappant de ce déclin fut la dissolution de l'armée nationale de conscription à la fin du 8e siècle, remplacée par un système de guerriers recrutés localement. Ce changement transféra la responsabilité du maintien de l'ordre aux fils des seigneurs provinciaux, accélérant la militarisation des campagnes. Au fil du temps, ces familles provinciales, autrefois simples propriétaires terriens et administrateurs civils, en vinrent à exercer un véritable pouvoir grâce à leurs armées privées. Elles formèrent une nouvelle aristocratie guerrière, exerçant une indépendance de facto. Alors que la cour impériale devenait de plus en plus insignifiante, c'est de cette nouvelle classe de chefs militaires que des hommes comme Masakado allaient émerger. Des hommes qui n'attendraient plus les ordres de l'empereur, mais agiraient selon leur propre sens de la justice, de la force et de l'ambition. Masakado retraçait sa lignée jusqu'à l'empereur Kanyu, le 50e empereur du Japon, dont le règne marqua l'apogée du pouvoir impérial. Masakado descendait de l'empereur par l'intermédiaire de son arrière-petit-fils, le prince Takamochi. En l'an 889, Takamochi reçut le nom de famille Taida, fondant ainsi l'une des lignées les plus distinguées du clan Taida, une famille qui allait façonner l'histoire du Japon. À cette époque, il était courant de réduire les descendants impériaux au rang de sujets et de les envoyer dans des provinces lointaines où ils fondaient de nouvelles maisons aristocratiques. Cette politique, fermement en place durant la vie de Takamochi, servait à la fois à apaiser les tensions à la cour et à étendre l'influence de l'empereur à travers le royaume. Le fils de Takamochi, Yoshimasa, était commandant en chef du quartier général de la défense du Nord à Mutsu, et il avait 8 fils. Le troisième parmi eux était Masakado. On sait peu de choses sur la jeunesse de Masakado, car les documents écrits sont rares. La plupart des sources l'identifient comme un commandant militaire de profession, et on pense qu'il est né vers l'an 900. Dès ses premières actions, il est clair que Masakado n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un chef avec un petit groupe fidèle de partisans. Ces hommes, probablement des paysans et des vassaux, travaillèrent la terre en temps de paix et servaient de force de combat principale en temps de conflit. À la fin de son adolescence, Masakado aurait voyagé jusqu'à la capitale à la recherche d'opportunités et de services. Là-bas, il entra dans la maison de Fujiwara no Tadaira, un puissant noble de cour et homme d'État. Pendant cette période, bien que l'empereur détenait encore une autorité symbolique, le véritable pouvoir était entre les mains du clan Fujiwara, une dynastie aristocratique qui s'était alliée par mariage à la lignée impériale. Certains récits suggèrent que Masakado a servi comme garde impérial ou au sein du bureau du chambellan chargé de protéger le palais et son empereur. Cela ne serait pas surprenant, étant donné la lignée noble de Masakado et sa réputation en arts martiaux. En l'an 931, Masakado quitta la capitale et retourna dans sa province natale de Shimosa. Selon le Jino Shotoki, une chronique compilée entre les années 1339 et 1343, il serait parti le cœur lourd, peut-être parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir un poste au sein du quartier général de la police impériale. Cependant, cela reste peut-être spéculatif. Une raison plus probable était la mort de son père, qui nécessitait sa présence pour régler les affaires liées au domaine familial. C'est à son retour dans les provinces que la légende de Masakado, telle qu'elle est racontée dans le Shomonoki, commence véritablement. Le conflit fatal de Taira no Masakado avec son oncle, Taira no Yoshikane,
commença à propos de ce qui semblait être une querelle insignifiante impliquant une femme. Certaines traditions populaires suggèrent que la querelle aurait pu porter sur une fille de Minamoto no Mamoru, un noble de descendance impériale. Cependant, sous la surface, des tensions plus profondes couvaient, notamment au sujet des terres. Les oncles de Masakado avaient saisi des domaines familiaux qui lui revenaient de droit. Taira no Kunika, en tant qu'aîné et chef du clan, semblait avoir absorbé l'héritage de son jeune frère, le père de Masakado, dans son propre domaine. Cette querelle familiale, qui couvait depuis longtemps, éclata bientôt en une guerre ouverte. En l'an 935, Masakado fut pris en embuscade par les 3 fils de Minamoto no Mamoru, Tasuku, Takashi et leurs frères, qui, par mariage, étaient alliés aux oncles de Masakado. Pris entre la retraite et la résistance, Masakado choisit de tenir bon et de se battre. Au début de la bataille, un vent favorable porta ses flèches. C'est vrai, même si les fils de Mamoru se sont battus courageusement, ils ont été vaincus de façon décisive. Tous les 3 périrent aux côtés de nombreux de leurs guerriers. Seuls quelques-uns survécurent pour fuir et raconter l'histoire. Dans la foulée, la fureur de Masakado fut déchaînée. Il ravagea les villages de Nomoto, Shida, Oguchi et Motoki, incendiant aussi bien les demeures nobles que les maisons paysannes. Ceux qui cherchaient refuge à l'intérieur furent brûlés vifs. D'autres furent abattus par des flèches alors qu'ils tentaient de fuir. D'immenses greniers, arides destinés à nourrir des générations, furent perdus dans les flammes. Plus de 500 maisons liées au clan Minamoto furent consumées, leurs habitants tués. Le feu rugissait comme le tonnerre, sa fumée assombrissant le ciel. La dévastation plongea aussi bien les officiels que le peuple dans le deuil. L'un des oncles de Masakado, Kunika, fut également consumé par les flammes, loin dans la capitale. Le fonctionnaire de la cour, Taira no Sadamori, le fils de Kunika, reçut la nouvelle. Son père était mort et sa maison ancestrale réduite en cendres. Profondément attristé, il quitta la cour et retourna à la campagne, espérant ramener la paix dans la région. Il envoya une lettre à Masakado exprimant son désir de réconciliation et d'harmonie, mais alors même que Sadamori cherchait la paix, la vengeance grondait ailleurs. L'oncle de Masakado, Taira no Yoshimasa, un autre fils du prince Takamoshi, complotait une riposte. Lui aussi, il était lié à Minamoto. Non, Mamaru par alliance, et la douleur de Mamaru face à la perte de ses fils brûlait comme un feu. Yoshimasa, poussé par cette douleur, renonça à la parenté et résolut de détruire son neveu. Voyant son ardeur, Mamoru esquissa un sourire sombre. Yoshimasa arma ses hommes et partit en guerre. En apprenant leur avancée, Masakado se rendit rapidement dans la province de Hitachi. À son arrivée, Yoshimasa s'écria, un défi audacieux fut lancé et la bataille commença. L'affrontement fut féroce, mais une fois de plus, Masakado triompha. Plus de 60 des guerriers de Yoshimasa furent abattus par des flèches et beaucoup prirent la fuite dans la confusion. La nouvelle de la déroute de Yoshimasa se répandit rapidement, et la légende de Masakado grandit. Yoshimasa, humilié, devint encore plus déterminé. Il envoya une lettre passionnée à son frère aîné, Yoshikane, le suppliant de lui envoyer des renforts. Le tonnerre gronde avec le vent et la pluie. Je vous supplie d'arrêter la destruction de Masakado par votre force. Une fois qu'il sera vaincu, la paix reviendra sur notre terre tourmentée. Yoshikane accepta, leurs forces étant désormais unies. Les frères croisèrent bientôt la route de Sadamori. Yoshikane le réprimanda sévèrement. « J'ai entendu dire que tu es devenu proche de Masakado. Indigne d'un guerrier dont la famille est morte et dont les trésors ont été pillés, rejoins-nous et restaure l'honneur. » Touché par leurs paroles, Sadamori rejoignit leur cause. Cette grande armée, désormais composée de 3 membres éminents du clan Taida, allait bientôt s'approcher de la position de Masakado. Masakado, apprenant leur approche, constata que ses propres hommes étaient épuisés et en infériorité numérique. Mais alors que les soldats de Yoshikane formaient un mur de boucliers pour porter le coup final, Masakado frappa le premier. Il lança une contre-attaque soudaine et plus de 80 cavaliers ennemis tombèrent. Les troupes de Yoshikane, prises de panique, s'enfuirent.
poursuivit sans relâche jusqu'à ce qu'elle se réfugie dans les bureaux provinciaux, malgré une grande hostilité. Masakado, lié par le sang, épargna la vie de son oncle, Yoshikane. Le même jour, il signala la trahison de son oncle dans des documents officiels envoyés aux provinces voisines. Puis, rentrant chez lui, il goûta à un bref moment de paix, mais cette paix fut de courte durée. En réponse aux accusations portées par Minamoto no Mamoru, le Conseil d'État convoqua Masakado dans la capitale. Tuer un fonctionnaire était un crime passible de la peine capitale. Craignant pour sa vie, Masakado se rendit rapidement à la cour. Là-bas, bien qu'il ne connaisse pas la loi, Masakado se défendit avec éloquence et avec une faveur divine apparente. L'empereur, touché par sa sincérité, jugea ses crimes mineurs. Masakado fut brièvement interrogé et reçut une grâce totale. Sa réputation de guerrier monta en flèche et il retourna dans la province de Shimoza avec honneur. À peine s'était-il installé que Yoshikane, nourrissant toujours du ressentiment, lança une nouvelle attaque. Ses troupes, bien armées et nombreuses, avancèrent jusqu'au Gate Kogai, près de la frontière. On disait que les dieux se retournèrent contre Masakado ce jour-là. Ses troupes, mal préparées, rompirent les rangs et prirent la fuite. Yoshikane, saisissant l'occasion, incendia des villages et des terres agricoles, laissant la destruction derrière lui. Honteux de sa défaite, Masakado se cacha, mais il revint bientôt, reconstituant son armée. La querelle familiale entre les membres les plus âgés du clan Taira se transforma en un cycle de vengeance. On dit que ni la fatigue ni les éléments ne pouvaient apaiser la haine entre Masakado et ses oncles. Néanmoins, la légende de Masakado grandissait à chaque bataille. Pour certains, il ne semblait plus tout à fait mortel. Un guerrier que la peur n'atteignait pas. Peut-être même la mort elle-même. Favorisé par les dieux, il traversait la guerre comme un homme choisi par le destin. Sadamori dénonça Masakado comme un homme maléfique et le condamna publiquement. Furieux de cette calomnie, Masakado partit avec à peine une centaine d'hommes pour l'affronter. Ils se sont affrontés, mais aucun camp n'a dominé. Sadamori déposa alors des plaintes officielles auprès du Conseil d'État, ce qui entraîna une nouvelle convocation impériale. Il apporta lui-même l'édit, mais Masakado, désormais défiant, refusa d'obéir peu après la mort de l'oncle de Masakado, Yoshikane, probablement de cause naturelle. Son ennemi de longue date avait disparu, et les provinces épuisées par la guerre poussèrent un soupir de soulagement. En l'an 938, Masakado se rendit dans la province de Musashi pour arbitrer un différend entre le respecté magistrat de district Musashi no Tagashiba et le gouverneur provincial Okiyo no Okimi, largement considéré comme impitoyable et corrompu. Cependant, les négociations échouèrent lorsque les soldats de Tagashiba attaquèrent l'allié d'Okiyo, Minamoto no Tusenomoto, qui était le vice-gouverneur de la province de Musashi, soupçonnant un complot impliquant Takashiba, Okimi et Masakado. Pour le renverser, Tozenamoto s'enfuit de la capitale et répandit de fausses accusations. En réponse, le régent, Fujiwara no Tadaira, ordonna à Masakado de répondre à ces accusations. Masakado présenta des preuves claires de ses intentions honorables, gagnant la faveur des officiels à travers le pays et s'assurant une réputation d'intégrité et de respect. En l'an 939, Masakado accueillit dans son entourage un personnage douteux, Fujiwara no Haruaki, un riche cultivateur de Hitachi recherché pour de multiples crimes. Malgré les exigences des autorités, Masakado cacha Haruaki et le protégea comme son fidèle partisan. Persuadé par Haruaki, Masakado marcha sur Hitachi au 11e mois de l'année 939 avec une grande armée. À son arrivée aux bureaux provinciaux, il présenta une pétition écrite exigeant que Haruaki soit autorisé à résider à Hitachi sans être arrêté. Les fonctionnaires refusèrent et choisirent de se battre. La bataille qui s'ensuivit fut féroce et les 3000 soldats du gouvernement furent tous tués, bien qu'il ne commandât qu'1 millier d'hommes. Masakado encercla les bureaux et boucla toutes les issues. Le vice-gouverneur Koreshika, face à la défaite, se rendit et accepta les conditions de Masakado. Suite à la victoire,
Masakado distribua généreusement des rouleaux de soie précieuse et des trésors rares parmi le peuple, les dispersant aussi librement que les nuages dans le ciel. Il prit ensuite le contrôle de l'administration provinciale, consolidant ainsi son pouvoir. Un jour, le gouverneur provincial, le prince Okiyo, s'approcha de Masakado en secret, avec une proposition prudente. Après réflexion, il déclara que conquérir ne serait-ce qu'une seule province attirerait sûrement une condamnation sévère de la cour. Il serait peut-être plus sage de chercher à contrôler toutes les provinces de Bando et d'attendre de voir comment les événements évoluent, répondit Masakado avec une confiance tranquille. C'est précisément mon intention. Je commencerai par les 8 provinces de Bando et, avec le temps, je revendiquerai la capitale impériale elle-même. D'abord, je dois m'emparer des sceaux officiels et des clés de chaque administration dans toutes ces provinces. Chasser les gouverneurs et les renvoyer à la capitale. Quand cela sera fait, les 8 provinces seront fermement sous mon contrôle et le peuple se tiendra à mes côtés. Après cet échange décisif, Masakado repartit, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, traversant la province de Shimosuke. Cependant, il avait désormais une nouvelle ambition. Il voulait devenir empereur. Fujiwara no Kiminasa, le nouveau gouverneur nommé, s'agenouilla devant Masakado et lui présenta respectueusement les sceaux et les clés du poste. Au milieu du tumulte qui s'ensuivit, tous les bâtiments gouvernementaux et les terrains environnants tombèrent sous le contrôle de Masakado. Le gouverneur fut renvoyé à la capitale, contraint par Masakado. Ensuite, Masakado entra dans la province de Kozuke. Fujiwara no Hisanori no Ason, le vice-gouverneur de Kozuke, remit également ses sceaux et ses clés, et fut rapidement envoyé à la capitale. Masakado posta des gardes aux 4 portes et organisa une cérémonie solennelle pour nommer de nouveaux fonctionnaires provinciaux. Au cours de la cérémonie, une chamane apparut et proclama « Je suis la messagère du grand bodhisattva Hachimana. J'accorde par la présente à mon fils Masakado le titre d'empereur. » Masakado leva le certificat de rang bien au-dessus de sa tête. Les gardes à chaque porte se levèrent en acclamant, tandis que des milliers de soldats se prosternèrent à l'unisson devant leur nouveau souverain. Les principaux ministres de Masakado, le prince Okiyo et Fujiwara no Urumochi, lui conférèrent officiellement le titre de nouvel empereur. En réponse à ce moment décisif, Masakado rédigea une lettre qu'il adressa à Fujiwara no Tadaira, le chancelier et régent de la cour impériale, afin d'expliquer ses actes et de demander la compréhension. Elle disait ceci. « Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas eu l'honneur de recevoir vos conseils. J'ai longtemps souhaité vous revoir, mais les événements que je dois maintenant raconter sont si inattendus que je ne sais guère par où commencer. Je ne peux qu'espérer que votre Excellence m'accordera la grâce de votre patience et de votre compréhension. Il y a quelque temps, j'ai été convoqué à la capitale à propos d'une accusation portée contre moi par Minamoto no Mamoru. Pris d'une grande peur, je me suis empressé de me présenter. Mais en me présentant, on m'a informé que j'avais été gracié et on m'a renvoyé à Shimosa sans délai. Pensant l'affaire réglée, je suis retourné dans mon village et j'ai mis de côté les préoccupations militaires, relâchant la corde de mon arc et menant une vie paisible. Cependant, la paix ne dura pas. Taida no Yoshikane, l'ancien vice-gouverneur de Shimosa, leva une armée de 7000 hommes et marcha contre moi. Je ne pouvais pas simplement fuir. J'ai été forcé de me défendre lors des combats. Beaucoup de mes hommes ont été tués. Ma famille a été capturée et mes biens saisis. Le gouvernement de Shimosa a soumis un rapport complet à ce sujet au Conseil d'État. En réponse, la cour a émis des ordres pour aider à capturer Yoshikane et ses alliés, et l'affaire semblait résolue. Pourtant, peu de temps après, j'ai reçu une nouvelle convocation pour la capitale. Troublé par ce nouvel ordre, j'ai plutôt envoyé une explication détaillée de ma situation à Anao no Tsumayuki, le porteur de l'ordre. Pourtant, je n'ai reçu aucune nouvelle de la cour alors que je restais anxieux dans l'attente. Tairano Sadamori est arrivé à Itachi pendant l'été, portant encore une nouvelle convocation impériale. Les fonctionnaires provinciaux m'ont transmis à plusieurs reprises cet ordre. Puis Sadamori, évitant la poursuite, s'est enfui secrètement vers la capitale.
Malgré sa fuite, les autorités n'ont pas enquêté sur lui et ont au contraire approuvé ses accusations, publiant un nouvel édit contre moi. Comment est-ce possible? C'est ça la justice? Minamoto no Tsukemoto, contrôleur de droite de 5e rang, m'a transmis votre volonté. Sur la base du rapport du vice-gouverneur à Senamoto de Musashi, il a été décidé de convoquer à nouveau Masakado en attendant cet envoyé. La situation à Itachi s'est aggravée. Tanemori, fils du vice-gouverneur Fujiwara no Koreshika, a abusé de sa position pour calomnier les autres et semer le trouble au nom de l'un de mes partisans, Fujiwara no Uruaki. Je me suis rendu à Itachi pour chercher une solution, mais Tanemori, en alliance secrète avec Sadamori, a mené 3000 soldats dans un raid contre l'arsenal provincial. Ils se sont emparés des armes et m'ont défié au combat. En réponse, j'ai mené mes hommes au combat et je les ai vaincus. Après cela, beaucoup ont péri. Ceux qui restaient ont été faits prisonniers. Le vice-gouverneur Koreshika a ensuite soumis une confession écrite, acceptant la responsabilité de la mauvaise conduite de son fils. Ainsi, j'en suis venu, sans le vouloir, à prendre le contrôle de la province de Itachi en réalisant la gravité de cet acte. Je savais que conquérir même une seule province était un crime équivalent à en saisir 100, alors j'ai décidé de prendre les autres provinces du Bando. En attendant la décision de la cour, avec tout le respect dû, je dois parler de ma lignée. Je suis sans aucun doute un descendant de 5e génération de l'empereur Kamnu. Si je devais posséder la moitié du royaume, cela ne serait-il pas l'accomplissement de ce que le destin me doit ? Les chroniques racontent que beaucoup, dans les âges passés, se sont élevés au pouvoir par la force des armes. Moi aussi, j'ai été béni par le ciel avec des talents martiaux qui, parmi mes contemporains, peut m'égaler. Et pourtant, au lieu de reconnaître mes services ou mon mérite, la cour m'a condamné. Quand je repense à mon passé, je vois peu de choses dont je puisse être fier. Le peu d'honneur que j'ai pu acquérir autrefois s'est depuis longtemps évanoui. Je vous prie, votre Excellence, d'examiner ma requête avec bienveillance. Des décennies se sont écoulées depuis que j'ai servi sous vos ordres pour la première fois. Dans ma jeunesse, jamais je n'aurais pu imaginer que de tels événements se produiraient sous votre régence. Mon regret est accablant. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer, même si j'ai effectivement envisagé de renverser l'ordre établi. Je n'ai jamais oublié votre Excellence, mon ancien maître. Si vous pouviez me montrer ne serait-ce qu'un peu de compréhension, cela allégerait le fardeau dans mon cœur. C'est mon unique souhait qui résonne dans chacun des mots que j'ai écrits ci-dessus. Avec le plus profond respect, Masakado entreprit une tournée cérémonielle de son domaine revendiqué, s'étendant jusqu'aux provinces de Musashi et de Sagami. Au total, il conquit 8 provinces. Puis, dans un geste audacieux et sans précédent, il publia une proclamation affirmant qu'il avait le droit divin de revendiquer le trône impérial. La nouvelle provoqua une onde de choc dans toute la capitale. La panique s'empara de la cour. L'empereur légitime, ébranlé par l'audace de cette rébellion, se tourna vers l'intervention divine. Les noms des traîtres furent brûlés dans un feu sur des autels consacrés, et des effigies des rebelles furent suspendues sous des aubépines et des érables, anciens symboles de protection contre le mal. Pendant ce temps, Masakado rassembla une armée de 5000 hommes et marcha vers Hitachi à la recherche de son rival de longue date, Taira no Sadamori. Les jours passèrent, mais il n'y avait aucun signe de l'ennemi, aucune bataille en vue. Masakado renvoya les troupes qu'il avait convoquées des différents coins de la région de Bordeaux, les renvoyant chez eux. À présent, moins d'1 millier de guerriers restent à ses côtés. Sadamori apprit rapidement la réduction du nombre de soldats de Masakado. Il s'allia à Fujiwara no Hidesato et ensemble, ils levèrent une armée de plus de 4000 hommes. L'affrontement final était imminent le jour de la bataille. Le nouvel empereur, Masakado lui-même, mena la charge. Il poussa un cri de guerre tonitruant, brandit son épée et se lança dans la mêlée à la tête de ses hommes. Pourtant, dans le chaos du combat, le destin se retourna contre lui. On raconte qu'une flèche perdue, guidée par la main des dieux, l'abattit sur la ligne de front.
Là, l'empereur rebelle tomba, trahi par les dieux. Selon la légende, Hidesato, un aristocrate et seigneur japonais, rejoignit la cause de Masakado, bien qu'il n'ait jamais eu beaucoup d'affection pour cet homme et qu'il en vint rapidement à regretter sa décision. Masakado n'était pas un guerrier ordinaire. On disait qu'il mesurait plus de 2 mètres, que son corps semblait forgé dans le fer et que son œil gauche possédait 2 pupilles, encore plus troublants. Il chevauchait au combat, flanqué de 6 guerriers qui étaient ses parfaits sosies, bien que ces guerriers fussent plus des ombres qu'humains. Il était impossible de déterminer qui était le vrai Masakado. Bien qu'impressionné et peut-être troublé par la présence redoutable de Masakado, Hidesato se retrouva finalement fasciné par l'une des concubines de Masakado. Alors qu'il se trouvait à sa cour, elle lui confia un secret. La seule vulnérabilité de Masakado se trouvait juste sous son oreille, et seule sa véritable forme projetait une ombre. Armé de cette connaissance, Hidesato saisit sa chance et le trahit. Il tira une flèche sur le point faible et toucha sa cible avec précision. Lorsque le véritable Masakado tomba, les 6 guerriers fantomatiques disparurent, comme la brume, révélant enfin l'homme derrière la légende. Sa tête fut tranchée et envoyée à la capitale comme un sinistre trophée. Ses généraux et officiers loyaux furent capturés et exécutés. La rébellion elle-même avait été écrasée. Le Shomonki se termine sur une note finale obsédante. Un message de l'esprit même de Masakado, parlant depuis les profondeurs de l'enfer. Là, il décrit les tourments qu'il endure pour les péchés qu'il a commis dans le monde des vivants. Un empereur dans la défiance, une âme désormais liée à la souffrance. Selon la légende, la tête tranchée de Tairano Masakado a refusé de se décomposer. Elle avait été exposée pendant des mois au marché de l'Est de Kyoto, et pourtant elle restait aussi réaliste que le jour où elle avait été séparée de ses épaules. La chair restait intacte, les yeux brillaient d'une intensité surnaturelle, et la bouche se tordait en une grimace terrifiante, comme figée dans la fureur. Et puis, l'impossible se produisit. Une nuit, la tête se mit à briller d'une lumière spectrale. Lentement, elle s'éleva dans les airs, montant, brillant, avant de soudain traverser le ciel, filant comme une étoile filante. Au-dessus des terres du Japon, elle s'envola vers l'est, retournant vers Shimosa, la province que Masakado appelait autrefois chez lui. Mais même un esprit doit se reposer, épuisé par son voyage. La tête descendit et vint se reposer dans un petit village de pêcheurs, un endroit qui, des siècles plus tard, deviendrait la grande ville d'Edo, aujourd'hui connue sous le nom de Tokyo. Les villageois, étonnés mais respectueux, nettoyèrent la tête et lui offrirent une sépulture digne. Au-dessus de la tombe, ils construisirent un sanctuaire et le nommèrent Kubizuka, le mont de la tête. Pour le peuple, Masakado n'était pas un traître, mais un héros, un noble guerrier qui avait osé s'opposer à une noblesse corrompue et indifférente. Il l'adorait comme un protecteur et un symbole de justice. Pourtant, malgré les offrandes et le sanctuaire, son esprit demeurait tourmenté. Des années après l'enterrement, une silhouette fantomatique vêtue d'une armure de samouraï fut aperçue errant près du tertre. Les habitants murmuraient que l'âme de Masakado errait toujours, liée au monde des vivants par la rage et la trahison. Au début des années 1300, une peste dévastatrice a ravagé Edo, emportant d'innombrables vies. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de la colère de Masakado, toujours insatisfaite. Pour apaiser sa fureur, son esprit fut de nouveau consacré, cette fois dans le grand et prestigieux sanctuaire de Kanda. Là, il fut élevé au rang de divinité et devint l'un des vénérés dieux gardiens de la ville. Pendant un temps, sa vengeance fut apaisée, mais la paix ne dura pas. En 1874, sous le règne de l'empereur Meiji, l'empereur visita le sanctuaire Kanda. Le statut divin de Masakado était considéré comme une honte, un ennemi de la famille impériale et un usurpateur honoré aux côtés des dieux. Son titre fut révoqué et son esprit relégué dans un petit sanctuaire secondaire à la périphérie de la ville. Des années plus tard,
la catastrophe survint. En 1923, le grand tremblement de terre du Kanto réduisit une grande partie de Tokyo en ruine. Parmi les murmures dans les décombres, un nom familier revenait, Masakado. Beaucoup pensaient que l'esprit du samouraï trahi s'était de nouveau levé, animé par la colère. Et lorsque le ministère des Finances a construit son siège sur son lieu de sépulture, d'étranges malheurs ont commencé à se produire. Les employés ont signalé des maladies étranges et des accidents mystérieux. En seulement 5 ans, 14 fonctionnaires sont morts, y compris le ministre des Finances lui-même. Était-ce une coïncidence peut-être? Mais le gouvernement n'a pris aucun risque. Le bâtiment a été démoli, le site funéraire restauré, et un rituel solennel a été accompli pour apaiser l'âme vengeresse de Masakado. Après la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines auraient tenté de recouvrir le site pour y construire un parking. Selon l'histoire, un bulldozer a subi une panne fatale, tuant son opérateur. Les plans ont été immédiatement abandonnés au cours du XXe siècle. Presque chaque malheur inexpliqué dans ce quartier de Tokyo était attribué à l'esprit tourmenté de Masakado. Et certains croyaient que le destin de toute la ville était lié à son humeur. En 1984, après des décennies de pression publique, le guerrier rebelle fut rétabli en tant que divinité. Ainsi, la légende de Taira no Masakado perdure non seulement comme un guerrier, non seulement comme un fantôme, mais comme un dieu à la fois craint et vénéré. Au cœur du Tokyo moderne, où des tours de verre perçant le ciel et où les trains à grande vitesse bourdonnent sous la terre, on dit que son esprit demeure, observant, peut-être même maintenant écoutant. Masakado est souvent considéré comme le premier véritable samouraï du Japon, un titre né non seulement de sa maîtrise martiale, mais aussi de son audace à défier l'autorité. Pendant la période Heian, il a dirigé une force autonome en rébellion ouverte contre la cour impériale de Kyoto, rompant avec l'ancien ordre pour forger sa propre puissance, donnant ainsi naissance à la classe des samouraïs. De son vivant, il reçut le titre de nouvel empereur, à une époque où le pouvoir des chamans était profondément vénéré. Sa prouesse inégalée au combat ne laissait place à aucun doute. Il était favorisé par les dieux. Sa lettre à la cour impériale, dans laquelle il avoue ses fautes et cherche la rédemption, nous donne un aperçu de son point de vue et des torts qu'il a subis. Pourtant, le traitement réservé par la cour impériale à sa tête tranchée après sa mort, ainsi que les injustices qu'il a subies de son vivant, ont profondément troublé son esprit. Bien qu'un millénaire se soit écoulé, l'histoire de Masakado résonne encore comme un récit de rébellion, de rétribution et de divinité tourmentée. Honda Tarakatsu était un célèbre général samouraï japonais et daimyo, un seigneur féodal qui a servi loyalement les 3 grands unificateurs du Japon. Il s'est illustré pendant la turbulente période Sengoku, une époque marquée par des guerres civiles incessantes et de profonds bouleversements sociaux. Alors que le pouvoir du shogunat Ashikaga, le gouvernement militariste, déclinait, les seigneurs régionaux ou daimyos commencèrent à affirmer une plus grande autorité politique, commandant des armées bien plus puissantes que celles du shogunat en déclin. Le titre de shogun, bien que conféré de manière cérémonielle par l'empereur, désignait le véritable chef militaire du Japon. Pourtant, à mesure que l'influence des shoguns diminuait, la nation sombra dans une ère de guerre quasi constante, où les batailles éclataient avec une fréquence ininterrompue. C'est au milieu de ce chaos que la légende de Honda Tadakatsu est née, célébré pour son habileté inégalée au sabre et sa vaillance inébranlable. On dit qu'il a combattu dans 57 batailles au cours de sa vie, sans jamais recevoir la moindre blessure. Ayant gagné le surnom de guerrier qui a surpassé la mort elle-même, il est également connu pour son armure remarquable et distinctive, en particulier son casque imposant orné de grands bois de cerf. Ce design audacieux aurait fait de lui une cible évidente sur le champ de bataille et il ne semblait refléter que son esprit intrépide. Loin de chercher à se dissimuler, Tadakatsu était renommé pour ses charges audacieuses. Au cœur des lignes ennemies, il se jetait sans retenue dans la mêlée, s'efforçant sans relâche de briser les formations adverses et, le plus souvent,
de renverser le cours de la bataille. Il devint également l'un des 4 rois célestes des Tokugawa, désignant 4 généraux samouraïs extrêmement efficaces qui combattaient au nom de Tokugawa Ieyasu, lequel allait devenir shogun, mettant ainsi fin à la période Sengoku et aux guerres incessantes au Japon. Ceci est l'histoire du guerrier qui a surpassé la mort elle-même. Ceci est l'histoire de Honda Tadakatsu. Tadakatsu est né en 1548 dans la province de Mikawa, étant le fils aîné de Honda Tadataka. Le clan Honda fait remonter sa lignée au distingué Fujiwara no Kenemichi, un homme d'État respecté et un noble de cour de la période Heian du Japon qui s'étendit de 794 à 1185. Dès son plus jeune âge, Tadakatsu fut profondément marqué par l'ordre social et les tensions politiques de l'époque. En tant que membre d'une famille éminente, il fut probablement préparé très tôt à exercer des fonctions de leadership, suivant un entraînement rigoureux dans les arts de la guerre et du gouvernement. Son éducation aurait inclus la maîtrise du maniement du sabre, du tir à l'arc, de l'équitation et d'autres disciplines martiales, des compétences essentielles pour un guerrier de sang noble. Tragiquement, Tadakatsu perdit à la fois son père et son grand-père pendant sa jeune adolescence. Après leur mort, il entra au service de Tokugawa Ieyasu, alors lui-même un jeune daimyo. Avec le temps, Tadakatsu allait devenir l'un des vassaux les plus fiables d'Ieyasu et l'un de ses principaux généraux. La légende raconte que Tadakatsu a vu son premier combat à l'âge tendre de 13 ans en 1560. Au début, son oncle, Honda Tadazan, tua un samouraï ennemi et demanda à Tadakatsu de couper la tête du cadavre. Tadakatsu refuse. Déclarant son désir de gagner son propre mérite par sa bravoure personnelle, sans hésiter, il se lança dans la mêlée, abattit un ennemi lui-même et prit son propre trophée. Même dans sa jeunesse, le courage de Tadakatsu était légendaire, sa lame ayant été baptisée dans le sang des combats à l'âge tendre de 14 ans. En l'an 1566, à l'âge de 19 ans, Honda Tadakatsu fut élevé au rang prestigieux de Hatamoto, un titre réservé aux samouraïs de haut rang. Avec cette promotion, il se vit confier le commandement d'une unité de cavalerie de plus de 50 cavaliers, reflet de sa promesse martiale et de la confiance que lui accordait son seigneur. En l'an 1570, le redoutable seigneur de guerre Oda Nobunaga était devenu l'un des plus puissants daimyo de tout le Japon. Il installa un shogun fantoche issu du clan Ashikaga, s'emparant du contrôle du gouvernement central du pays tout en gagnant le respect et la reconnaissance de l'empereur Ojimashi lui-même. À cette époque, l'empereur n'avait plus qu'un rôle cérémoniel, le véritable pouvoir étant entre les mains du shogun, ou dans ce cas, du seigneur de guerre qui le contrôlait. Pourtant, malgré la domination de Nobunaga, de nombreux clans fiers et indépendants refusaient encore de se soumettre à son autorité, et l'agitation continuait de couver à travers le pays. Au milieu de ce paysage en pleine mutation, Tokugawa Ieyasu, le seigneur de Tadakatsu, forma une alliance avec Nobunaga, mais une telle union apporta de nouveaux conflits. Parmi les adversaires les plus farouches de Nobunaga se trouvaient les clans Azai et Asakura. Lorsque Nobunaga lança des sièges contre les châteaux d'Odani et de Yokoyama, bastion de ces clans rebelles, la guerre devint inévitable au matin du 30 juillet de l'année 1570. La bataille d'Anagawa commença. Les forces d'Oda affrontèrent les Azai sur le flanc droit, tandis que les troupes de Tokugawa faisaient face aux Asakura sur le flanc gauche. Bientôt, la bataille se transforma en un corps-à-corps brutal dans les eaux peu profondes de la rivière Han. Les guerriers de Nobunaga combattirent en amont contre les Azai, tandis que les forces de Tokugawa, y compris Tadakatsu, se battaient en aval contre les Asakura. Le commandement de l'arrière-garde joua un rôle crucial alors que l'armée Tokugawa commençait à fléchir sous l'avancée implacable des Asakura. Tadakatsu lança soudainement son cheval en avant. Chargeant seul au cœur de la force ennemie forte de 10 000 hommes, cet acte audacieux choqua ses camarades et poussa Tokugawa Ieyasu lui-même à mener une contre-attaque, rassemblant ses hommes pour soutenir
Tadakatsu et stoppa l'élan des Asakura. Contre toute attente, les forces Tokugawa ont renversé la situation et vaincu les Asakura. Ce jour-là, Tadakatsu a survécu, malgré le fait qu'il se soit exposé au plus grand des dangers. Un moment relaté de la bataille décrit Tadakatsu s'engageant dans un combat singulier avec un guerrier Asakura gigantesque, décrit comme un géant nommé Magara Naotaka. Cependant, leur duel féroce fut interrompu lorsque l'armée Asakura commença sa retraite, les forces Asakura ayant mis en déroute Tokugawa. Ieyasu envoya immédiatement Tadakatsu et Sakai Yasumasa pour renforcer Oda Nobunaga, qui peinait contre les Asai sur le flanc droit, tandis que les hommes de Tadakatsu frappaient le flanc d'Asai Nagamasa. Les lignes ennemies se sont effondrées sous l'assaut de Pinsa. Dans le chaos de cette dernière poussée, Tadakatsu se battit à nouveau, sans se soucier de sa propre vie, et pourtant, de façon étonnante, pas une seule lame, flèche ou balle ne le toucha. Cette survie miraculeuse au milieu d'un combat aussi féroce allait devenir la marque de sa légende. Un guerrier dont la vaillance n'était égalée que par la faveur du destin et dont le corps ne porterait aucune blessure de la bataille, seulement l'aura inébranlable de l'invincibilité. En l'an 1572, le célèbre seigneur de guerre Takeda Shingen, connu dans tout le pays sous le nom de Tigre de Kai pour sa redoutable puissance militaire, lança sa campagne de l'Ouest, afin d'encercler et d'isoler les forces d'Oda Nobunaga. Face à cette menace grandissante, Honda Tadakatsu mena un groupe de reconnaissance Tokugawa pour observer les mouvements de l'ennemi. Cependant, ils rencontrèrent bientôt l'avant-garde de l'armée Takeda en progression. Les éclaireurs Tokugawa tentèrent rapidement de battre en retraite, mais les troupes Takeda se lancèrent dans une poursuite rapide et implacable. Et un affrontement éclaterait près de la rivière Mikano. Tadakatsu était chargé de commander l'arrière-garde de la principale force Tokugawa, qui avait pris position au pied d'une colline. Terrain mal adapté à la défense, l'avant-garde Takeda frappa fort et rapidement, prenant les hommes de Tadakatsu au dépourvu. Leur assaut soudain submergea les deux premières des trois formations fatiguées de Tokugawa. Pour empêcher toute fuite, les Takeda déclenchèrent également des salves de tir en direction de la position de Tadakatsu. Face à la menace d'une annihilation totale, Tadakatsu prit une décision audacieuse et désespérée. Il lança une charge furieuse pour percer les lignes ennemies qui les encerclaient. Bien que cela soit considéré comme une manœuvre suicidaire, ces hommes s'attendaient à devenir des soldats morts. La troupe de Tadakatsu défia les probabilités avec une vaillance extraordinaire. Ils ont brisé les lignes ennemies et se sont repliés vers le château de Hamamatsu. Grâce au commandement de Tadakatsu, un contingent des Tokugawa, la force principale d'Ieyasu, a pu achever sa retraite en toute sécurité. Cet affrontement est devenu connu sous le nom de bataille d'Ichinotsaka. La présence de Tadakatsu sur le champ de bataille a laissé une impression durable. L'ennemi remarqua son casque orné de bois de cerf et sa lance redoutable, surnommée la coupeuse de libellules, qui, disait-on, pouvait trancher une libellule en plein vol. Sa résistance intrépide face aux assauts féroces des Takeda lui valut non seulement la survie, mais aussi l'admiration, même de la part de ses adversaires. C'était là un autre moment de sa vie où le courage triomphait de la mort certaine, renforçant encore davantage sa légende grandissante. En l'an 1573, un an après la bataille d'Ichinosaka, le redoutable seigneur de guerre Takeda Shingen lança une grande campagne, menant une armée de 30 000 hommes vers le sud depuis sa capitale à Kofu jusqu'à la province de Totomi. Au même moment, son général de confiance, Yamagata Masakage, dirigea une force secondaire de 5000 hommes dans la province orientale de Mikawa. Leur avancée fut rapide et décisive, s'emparant à la fois du château de Yoshida et du château de Futomata, avec peu de résistance. Face à Shingen se trouvait Tokugawa Ieyasu, qui tenait le château de Hamamatsu, avec une force de 8000 hommes renforcé par 3000 soldats supplémentaires envoyés par son allié Oda Nobunaga. Pourtant, malgré le déséquilibre numérique, l'objectif de Shingen n'était pas d'affronter directement Ieyasu ni de s'emparer de Hamamatsu.
Sa véritable intention était de préserver ses forces, d'éviter les conflits autant que possible et, finalement, de frapper Nobunaga lui-même, ouvrant ainsi la voie à une marche sur Kyoto. Selon le Kyogunkan, la chronique des exploits militaires de Takeda, les forces de Shingen étaient 3 fois plus nombreuses que celles d'Ieyasu. En fin d'après-midi, alors que des flocons de neige commençaient à tomber du ciel assombri, les arquebusiers de Tokugawa, rejoints par des paysans lanceurs de pierres, ouvrirent le feu sur les rangs de Takeda. Pourtant, cette présence relativement nouvelle et redoutable sur le champ de bataille s'était révélée efficace pour briser les charges de cavalerie. Ieyasu espérait que sa supériorité en armement freinerait l'avancée écrasante de Shingen, mais cet espoir fut rapidement anéanti. Naito Masatoyo, à la tête de l'avant-garde des Takeda, mena une charge de cavalerie tonitruante qui frappa avec une force dévastatrice. Le contingent de Honda Tadakatsu, sur le flanc droit des Tokugawa, fut le premier à être submergé. Le champ de bataille sombra rapidement dans le chaos, la mort, la destruction et le carnage, engloutissant les lignes Tokugawa menacées d'anéantissement. Ieyasu se prépara à retourner lui-même dans la mêlée, mais ses vassaux le dissuadèrent, l'exhortant à battre en retraite et à préserver sa vie pour les luttes à venir. Malgré la dévastation, Honda Tadakatsu ressortit une fois de plus du carnage, miraculeusement indemne. Au début de la bataille, il avait réussi à repousser la première vague de l'assaut ennemi, mais la puissance écrasante de l'assaut des Takeda submergea bientôt la défense des Tokugawa. Dans la phase finale de la bataille, Tadakatsu affronta sans peur le général Takeda, Ayamada Masuyuki, tandis que d'autres généraux Tokugawa travaillaient sans relâche pour couvrir la retraite d'Ieyasu. C'est grâce au sang-froid remarquable et au leadership de Tadakatsu pendant la retraite que les forces survivantes des Tokugawa purent s'échapper du champ de bataille. Bien que l'affrontement ait été une défaite écrasante, ce ne fut pas une déroute totale. Grâce au courage, à la résilience et à l'habileté des guerriers comme Tadakatsu, les Tokugawa allaient le survivre pour continuer à se battre. Un autre jour. Plus tard, en 1573, Honda Tarakatsu reçut la mission de capturer le château de Nagashino, menant ses hommes. Tarakatsu a vaincu avec succès la garnison Takeda qui défendait la forteresse et a accompli sa mission avec distinction. Au-delà de Nagashino, il est allé reprendre plusieurs autres forteresses clés à travers la province de Totomi, portant un coup significatif au contrôle des Takeda dans la région. La reprise de Nagashino était particulièrement vitale, car elle offrait à Tokugawa Ieyasu un centre de transport crucial et un point d'appui solide pour de futures opérations. La fortune allait bientôt favoriser l'alliance Oda-Tokugawa. Takeda Shingen, le redoutable tigre de Kai, mourut peu après la bataille. Les versions sur sa mort divergent. Certains disent qu'il a succombé à une vieille blessure de guerre, d'autres à la balle d'un assassin, et d'autres encore à une maladie, peut-être une pneumonie, quelle qu'en soit la cause. Sa disparition a marqué un tournant dans la guerre. Son fils et héritier, Takeda Katsuyori, bien qu'il fût un stratège compétent à sa manière, manquait à la fois de l'éclat de son père et de la réputation redoutable qui avait autrefois inspiré la crainte sur le champ de bataille. Néanmoins, Katsuyori poursuivit le combat, capturant plusieurs châteaux et résistant aux avancées d'Oda Tokugawa pendant des années. En l'an 1575, les hostilités reprirent de plus belle lorsque Katsuyori mena une incursion dans la province d'Enshu. Tadakatsu, servant sous les ordres de Tokugawa Ieyasu, participa à la campagne et contribua à la prise du château de Komyo en juin. Plus tard ce même mois, il joua un rôle de premier plan lors de la célèbre bataille de Nagashino. La cavalerie Takeda lança vague après vague de charges féroces. Cependant, chaque assaut fut repoussé grâce à une combinaison de barricades en bois et à la précision mortelle des arquebusiers. Tadakatsu lui-même commandait une unité de mousquetaires qui infligea, selon certains récits, des pertes dévastatrices à l'ennemi. Tadakatsu mit même de côté son arme à feu et prit sa lance légendaire, chargeant en première ligne pour stopper personnellement l'avancée des soldats ennemis.
La bataille de Nagashino fut une victoire décisive pour les forces Oda Tokugawa, le clan Takeda, perdant 10 000 hommes, la plupart de leurs généraux supérieurs trouvant la mort. Suite à la victoire, Tadakatsu se déplaça rapidement pour capturer le château de Suwahara, renforçant ainsi l'élan de l'alliance. En 1581, Tadakatsu participa à l'assaut Tokugawa contre le château de Tanaka, alors tenu par le général Takeda Ichijo Nobutatsu. On raconte que Tadakatsu a escaladé les murs du château et s'est battu férocement contre les défenseurs du château. Plus tard la même année, lors du siège de Takatenjin, Tadakatsu mena de nouveau l'assaut, aidant à prendre la forteresse et à tuer le général Takeda, Okabe Motonobu. La chute du clan Takeda arriva rapidement. En 1582, Takeda Katsuyori trouva la mort lors de la bataille de Tenmokuzan, également connu sous le nom de dernier baroud d'honneur des Takeda. Bien que Honda Tadakatsu n'ait pas combattu lors de cette dernière bataille, l'effondrement des Takeda marqua la fin d'une époque. Une époque dans laquelle Tadakatsu joua un rôle déterminant. La puissante alliance entre Tokugawa Ieyasu et Oda Nobunaga prit fin de façon soudaine et tragique avec la mort de Nobunaga en 1582. Il fut trahi et pris en embuscade par l'un de ses généraux les plus fidèles, Akechi Mitsuhide, dans ce qui allait devenir connu dans l'histoire sous le nom de l'incident de Honnoji. Un tournant qui ébranla les fondations du Japon avec la mort du seigneur de guerre le plus puissant du pays, Tokugawa. Ieyasu se retrouva exposé et sans la protection de Nobunaga, bloqué à Sakai, en plein territoire hostile. Ieyasu et ses plus proches vassaux, dont l'inébranlable Honda Tadakatsu, entamèrent un voyage ardu et périlleux pour regagner la province de Mikawa. Cependant, leur chemin était semé d'embûches, non seulement à cause des factions rivales, mais aussi à cause de groupes prédateurs appelés Oshimushagari, des bandes de hors-la-loi armées qui traquaient et attaquaient les samouraïs en fuite ou sans maître pour le butin et la vengeance. Tout au long de ce périlleux voyage, Tadakatsu, accompagné d'autres vassaux éminents des Tokugawa, combattit vaillamment pour défendre leur seigneur. À maintes reprises, ils repoussèrent des embuscades, abattirent des assassins potentiels et, lorsque cela s'avérait nécessaire, offrirent même des pots de vin en or et en argent pour acheter leur passage en sécurité. Tadakatsu, comme toujours, se distingua par son courage et sa férocité, abattant personnellement de nombreux bandits qui osaient menacer la sécurité de leur groupe. Son sabre ne se reposa jamais et sa vigilance ne faiblit pas jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la sécurité de Mikoa. Le Yatada Nikki, le journal personnel de Matsudaira Yatada, qui était le frère d'Ieyasu, relate le lourd tribut de leur fuite. Parmi les nombreux qui ont entrepris ce voyage périlleux, seuls 34 ont survécu pour atteindre la résidence d'Yatada. Plus de 200 personnes étaient mortes en chemin. Pourtant, une fois de plus, contre toute attente, Honda Tadakatsu a survécu indemne, restant une figure constante de force au milieu de la peur et du chaos. Après la mort d'Oda Nobunaga, une lutte acharnée pour le pouvoir éclata entre ses fils et ses anciens généraux, chacun cherchant à hériter du titre de seigneur de guerre le plus puissant du Japon. De ce tumulte, une figure s'est imposée, Toyotomi Hideyoshi. Autrefois, simple fantassin issu de la paysannerie, Hideyoshi s'est élevé de façon remarquable grâce à son talent, sa stratégie et son charisme, gagnant la loyauté de nombreux anciens vassaux de Nobunaga et consolidant ainsi sa position de dirigeant de facto du Japon. Tokugawa Ieyasu, cependant, voyait l'ascension rapide de Hideyoshi avec suspicion et s'allia avec Oda Nobukatsu, le fils de Nobunaga. Ieyasu a peut-être vu les actions de Hideyoshi comme un abus de pouvoir, une tentative de s'approprier l'autorité et l'héritage de leur seigneur défunt. Cette tension a culminé en un conflit ouvert, connu dans l'histoire sous le nom de campagne de Komaki. Au cours de cette campagne, Tadakatsu a joué à la fois le rôle de diplomate et de guerrier. Il a entamé des négociations avec le clan Akai de la province de Tamba, dirigé par Yoshida Tokinao, le frère cadet du défunt Akai Naomasa Tokinao,
cherchant à restaurer le prestige de son clan. Il a juré fidélité à la cause Tokugawa et levé une armée à Tamba au nom d'Ieyasu, tandis qu'Ieyasu partait affronter les forces Toyotomi à Nagakute. Tadakatsu est resté stationné à Komaki. Là, il a observé une grande armée Toyotomi avancer, menée par Hideyoshi lui-même. Avec seulement une poignée d'hommes, Tadakatsu s'est courageusement élancé pour affronter l'armée. Son défi audacieux, se tenant défiant devant une armée entière, a laissé une impression durable. Selon certains récits, Hideyoshi, reconnaissant la vaillance de Tadakatsu, ordonna à ses troupes de ne pas attaquer le petit détachement Tokugawa, un geste de respect envers un autre guerrier de grande renommée. À la suite des affrontements à Komaki et Nagakute, les combats allaient atteindre une impasse. Bien qu'Ieyasu ait obtenu des avantages tactiques lors des 2 batailles, aucun camp n'a pris le contrôle de manière décisive. Finalement, au début de l'année 1585, Tokugawa Ieyasu et Toyotomi Hideyoshi sont parvenus à un accord et ont fait la paix, mettant de côté leur rivalité au nom de la stabilité politique. Honda Tadakatsu fut nommé l'un des 4 rois célestes de Tokugawa, une marque de la plus haute distinction accordée aux généraux les plus éminents, loyaux, compétents et dignes de confiance, qui servirent Tokugawa Ieyasu lors de son ascension au pouvoir. Tadakatsu, en particulier, se distinguait parmi eux par son courage inégalé, sa maîtrise du champ de bataille et son dévouement sans faille. Dès sa jeunesse, il participa à presque toutes les grandes campagnes aux côtés d'Ieyasu, et jamais il ne fut grièvement blessé. Ses exploits devinrent légendaires. Il chargeait seul dans les rangs ennemis, tenait sa position face à des adversaires écrasants et en ressortait chaque fois sans la moindre égratignure. Son casque emblématique, orné de grands bois de cerf, et sa célèbre lance, la coupeuse de libellules, le distinguaient encore davantage comme un guerrier au statut quasi mythique. Le titre de roi céleste était à la fois symbolique et pratique. Il s'inspirait de la cosmologie bouddhiste, où les 4 rois célestes sont des gardiens divins qui protègent le royaume contre le chaos. À la cour de Tokugawa Ieyasu, le titre signifiait que ces 4 hommes étaient les protecteurs spirituels et stratégiques de son domaine. Ils servaient non seulement avec la force des armes, mais aussi avec sagesse, discipline et un profond sens du devoir. Tadakatsu a gagné sa place parmi eux grâce à des années de service inébranlable, une habileté sans égale à la guerre et une réputation que même ses ennemis respectaient. On disait qu'il était le guerrier qui avait surpassé la mort. Le puissant seigneur de guerre, Oda Nobunaga, a même fait l'éloge de Tadakatsu, le qualifiant de samouraï parmi les samouraïs. Les dernières années du règne de Toyotomi Hideyoshi furent marquées par des troubles et de l'incertitude. À la mort de Hideyoshi, son seul héritier, Toyotomi Hideyori, n'avait que 5 ans, laissant un dangereux vide de pouvoir au cœur de la fragile structure politique du Japon. Les tensions montaient dans la capitale, où des rumeurs de complot d'assassinat contre Tokugawa Ieyasu circulaient dans l'air. En réponse, Ieyasu commença à mobiliser ses forces. Pendant ce temps, son principal opposant, Ishida Mitsunari, conspirait avec des figures telles Kotani Yoshisugu, Mashita Nagumori et Onkokuji Eke. Pour former une coalition anti-Tokugawa, ils nommèrent Mori Teramoto comme chef nominal de leur armée de l'Ouest. Alors que les forces Tokugawa sont restées dans l'histoire sous le nom d'armée de l'Est en l'an 1600 à l'approche de la guerre, Honda Tarakatsu joua un rôle crucial dans la campagne Tokugawa contre la faction d'Ishida. Le 29 septembre, Tadakatsu mena une armée vers le château de Gifu avec 35 000 soldats. Lors de la bataille qui s'ensuivit au château de Gifu, l'allié d'Ishida, Oda Hidenobu, se retrouva isolé. Face à une défaite inévitable, Hidenobu se prépara à commettre le seppuku, mais il fut persuadé de se rendre. Ainsi, le château de Gifu tomba aux mains de l'armée de l'Est le mois suivant. Tadakatsu a participé à la bataille de Kuisegawa. Au cours de l'affrontement, 2 généraux Tokugawa furent pris dans une embuscade de flanc alors qu'ils poursuivaient les officiers de l'armée de l'Ouest, Shima Sakon et Akashi Teruzumi. Tadakatsu arriva juste à temps pour briser l'avancée ennemie.
permettant à ses camarades de s'échapper et stoppant l'élan des forces de l'Ouest. Plus tard cette année-là eut lieu la bataille décisive de Sekigahara, la plus grande et la plus importante bataille de l'histoire féodale du Japon. En tant que commandant de l'armée de l'Est, Tadakatsu démontra une fois de plus sa férocité. À un moment donné de la bataille, il a chargé profondément dans les lignes ennemies, atteignant les camps des puissants commandants de l'Ouest. Au milieu de la mêlée, son célèbre cheval fut soit abattu, soit touché par une flèche, laissant Tadakatsu isolé et entouré de soldats ennemis. Dans un moment de grand péril, son fidèle vassal, Kaji Katsutada, s'élança à son secours, lui offrant son propre cheval et sauvant Tadakatsu de l'encerclement. Selon certaines sources, après que des généraux occidentaux clés comme Otani Yoshisugu et Shima Sakon soient tombés au combat, l'unité de Tadakatsu a percé à travers les lignes ennemies en déroute. L'armée de l'Ouest, submergée, rompit les rangs et prit la fuite. Avec cette victoire écrasante à Sekigahara, Tokugawa Ieyasu s'imposa comme le maître incontesté du Japon. Avec le temps, il serait nommé shogun, restaurant l'autorité du shogunat et mettant fin à la période Sengoku, clôturant ainsi des siècles de guerre civile et inaugurant la longue paix de l'ère Tokugawa. En 1609, Honda Tadakatsu décide de se retirer après une vie de service fidèle et de gloire. Le manteau du leadership du clan Honda passerait à son fils, Honda Tadamasa, bien que Tadakatsu se soit éloigné du champ de bataille. Une dernière légende viendrait entourer son départ de ce monde, une fin digne d'un homme dont la vie même était devenue matière à légende. Connu à travers le pays comme le guerrier qui avait surpassé la mort, Tadakatsu avait combattu dans d'innombrables batailles sans jamais subir de blessures graves. Pourtant, selon la légende, en 1610, alors qu'il s'adonnait à l'un de ses passe-temps favoris, la sculpture sur bois, il se coupa accidentellement la main. Ce fut la première fois de sa vie qu'il saigna d'une lame en voyant son propre sang. Quelque chose s'est éveillé en lui. Certains disent qu'il y vit un signe que son esprit invincible avait accompli sa mission. Il décida en silence que son heure était venue et s'éteignit quelques mois plus tard, à l'âge de 63 ans, non pas par l'épée ou la maladie, mais par la volonté de son propre cœur. Son héritage perdura non seulement dans les récits, mais aussi dans sa lignée. Son petit-fils, Honda Taratoki, épousa Senime, la petite-fille bien-aimée de Tokugawa Ieyasu, mêlant ainsi symboliquement le sang de deux des familles les plus puissantes et légendaires du Japon. La célèbre lance de Tadakatsu, le coupe libellule, fut consacrée comme l'une des 3 grandes lances du Japon. En plus de cette arme, il maniait également un katana forgé par le légendaire forgeron Masamune. La lame, appelée Nakasukasa, est aujourd'hui vénérée comme un trésor national du Japon. Honda Tadakatsu est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands samouraïs du Japon. Un guerrier d'un honneur sans égal, d'une force exceptionnelle et d'une renommée immortelle. Miyamoto Musashi était un épéiste japonais légendaire, stratège, artiste et écrivain, dont le nom est devenu immortel grâce au récit de son habileté sans pareil. Et avec son record inégalé de 62 duels, dont la plupart étaient à mort, sa vie suit un parcours incroyable, passant de la sauvagerie de la jeunesse à la profonde sagesse de l'âge. Célébré comme un Kensei, ou saint de l'épée, Musashi a été honoré d'un titre réservé aux guerriers dont la maîtrise dépasse même celle des plus grands maîtres d'armes. Un statut auquel beaucoup aspirent, mais que peu atteignent. Il fut le fondateur du Niten Ishiryu, un style distinctif d'escrime connu pour l'utilisation de 2 sabres. Cette technique, révolutionnaire à son époque, est devenue la marque de son approche du combat. Cependant, l'influence de Musashi s'étend au-delà du champ de bataille. Il est l'auteur du livre des 5 anneaux, une œuvre intemporelle de stratégie martiale, de philosophie et de sagesse spirituelle. On pense que Musashi a combattu lors de la bataille décisive de Sekigahara le plus grand et le plus important affrontement de l'histoire féodale du Japon. Il a également participé au siège d'Osaka. Une série de conflits brutaux entre le shogunat Tokugawa
et le clan Toyotomi. Cette campagne a abouti à la chute des Toyotomi et a marqué la fin de la période Sengoku, une époque de guerre sans fin. À ce jour, Miyamoto Musashi est largement considéré comme le plus grand escrimeur de tous les temps. Son héritage perdure non seulement à travers les récits de sa prouesse au combat, mais aussi dans la sagesse de ses écrits, qui continuent d'inspirer des guerriers, des philosophes et des chercheurs de vérité à travers le monde. Voici son histoire. Miyamoto Musashi est né en 1584 dans la province de Harima, à une époque de grands bouleversements. C'était le dernier chapitre de l'âge d'or des samouraïs, lorsque les dernières batailles décisives de la guerre féodale étaient livrées. Il est venu au monde en tant que membre d'une famille de samouraïs, imprégné des traditions de discipline martiale et d'honneur. Son père, maître d'escrime et chef de son propre dojo, était à la fois habile au combat et d'un caractère sévère. Pourtant, derrière le masque de l'autorité, il nourrissait du ressentiment envers son fils, voyant en le jeune Musashi un esprit rebelle, arrogant, critique et désobéissant. Leur relation était distante et amère dès l'âge de 8 ans. Incapable de supporter la nature froide et autoritaire de son père, Musashi s'enfuit de chez lui et trouva refuge auprès de son oncle, Dorin, un moine bouddhiste. Pendant 5 années formatrices, Dorin a cultivé les talents du garçon non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans la calligraphie et la peinture, cherchant à tempérer la fougue du jeune garçon par la discipline spirituelle et artistique. Mais la flamme de la nature fougueuse de Musashi brûlait toujours, et à l'âge de 13 ans, le cours de sa vie allait prendre un tournant décisif et violent. Un jour, un escrimeur itinérant nommé Harima Kihei arriva au village, un duelliste chevronné qui avait parcouru le Japon, perfectionnant ses compétences au combat. Avec une audace sans peur, le jeune Musashi défigura la vie affichée et inscrivit hardiment son propre nom à la place de celui de l'adversaire prévu. C'était un acte de défi et d'imprudence qu'on ne pouvait pas ignorer. Lorsqu'un messager arriva au temple de Dorin pour annoncer qu'Harima avait accepté le défi, le moine fut stupéfait. Il plaida en faveur de Musashi, soulignant la jeunesse et l'inexpérience du garçon. Mais Harima resta inflexible. La seule rédemption qu'il accepterait serait des excuses personnelles présentées à l'heure et à l'endroit convenu. Le jour du duel arriva alors que Dorin commençait à présenter ses excuses. Musashi s'élança en avant, brandissant un bâton en bois de 6 pieds en poussant un cri. Il défia directement Harima. Le sabreur répondit par une frappe rapide de sa lame, mais Musashi esquiva, réduisit la distance et projeta Harima au sol alors qu'il peinait à se relever. Musashi le frappa entre les yeux et lui infligea une violente correction, le battant à mort avec son bâton. Le meurtre d'Harima fut brutal, psychotique, dépourvu de tout style ou technique formelle. Mais Musashi avait remporté son premier duel et venait de tuer son premier homme à l'âge tendre de 13 ans. En 1599, à l'âge de 15 ou 16 ans, Musashi quitta son village et ne se retourna jamais. Il confia les biens de sa famille, les meubles, les armes et autres objets de valeur à sa sœur et à son mari. À partir de ce moment-là, il vivrait selon un seul credo: inébranlable. Le but de tout duel est de gagner par tous les moyens nécessaires. Cette philosophie intransigeante a façonné sa voix, lui permettant de forger un style d'escrime unique et mortel. Adoptant la vie d'un guerrier errant cherchant à affiner son esprit martial, Musashi parcourait le pays à la recherche de défis et de combats. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il a consigné un exploit remarquable dans ses propres écrits. À l'âge de 16 ans, j'ai terrassé un stratège habile, Tadishima Akiyama, une rencontre qui s'est presque assurément terminée par la mort d'Akiyama. En l'an 1600, Musashi s'est retrouvé entraîné dans l'un des événements les plus déterminants de l'histoire japonaise, la bataille de Sekigahara. Pendant plus d'un siècle et demi, le Japon avait été fracturé par la guerre civile. Des seigneurs rivaux se disputant le titre de shogun, le souverain militaire suprême du Japon. 2 ans plus tôt, en 1598, Toyotomi Hideyoshi, l'homme le plus puissant du Japon, était mort, laissant son fils de 5 ans comme héritier. Dans la lutte chaotique pour le pouvoir qui s'ensuivit,
plus de 160 000 guerriers convergèrent vers les plaines près du village de Sekigahara, les forces s'alignant en deux grands camps. L'armée de l'Ouest, composée de seigneurs de guerre loyalistes combattant au nom de l'héritier enfant de Hideyoshi, et l'armée de l'Est, dirigée par Tokugawa Ieyasu, est l'un des, sinon le plus puissant seigneur de guerre du Japon. Parmi cette mer de guerriers se trouvaient des milliers de sabreurs errants espérant gagner honneur et emploi sur le champ de bataille. Musashi était l'un d'eux. Il rejoignit l'armée de Ukita Aide, un daimyo éminent et général de la coalition de l'Ouest. On dit que Musashi a combattu aux côtés des hommes de Ukita dans ce qui devint l'un des affrontements les plus féroces de la bataille. Musashi allait combattre contre les troupes de Fukushima Masanori. Au début, les forces de Ukita repoussèrent leur ennemi, prenant l'avantage, mais la catastrophe ne tarda pas à frapper. À l'insu des forces de Ukita, plusieurs généraux alliés avaient secrètement fait défection au camp de Tokugawa. Alors que les traîtres se retournaient contre leurs anciens camarades, le cours de la bataille changea brutalement. L'armée de l'Est prit le contrôle du champ de bataille et les forces de l'Ouest furent écrasées. Comment Musashi a survécu à ce bain de sang reste un mystère. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'est battu avec courage et distinction, bien que ses espoirs d'obtenir un titre de samouraï aient été anéantis. Les guerriers survivants, blessés et encore vêtus de leur armure, furent traqués et massacrés. Musashi, échappant de justesse à la mort, devint un fugitif. Bien qu'il ait tout risqué et tout perdu, la bataille laissa une marque indélébile sur son esprit. Il méditerait sur ses leçons pour le reste de sa vie. Pendant les 4 années suivantes, Musashi erra à travers le pays, sans richesse, sans armure et sans réputation à son nom. Il vivait dans une pauvreté presque totale, se levant avec le soleil et consacrant d'innombrables heures chaque jour à la poursuite acharnée de la maîtrise et de l'art du sabre. Le jeune homme sauvage et impulsif, qui avait autrefois cherché la gloire dans le sang, avait commencé à changer à travers ses rencontres avec la mort, et le chaos des batailles avait forgé son esprit. Dans la solitude et l'adversité, une discipline plus profonde s'est enracinée durant cette période de transformation. Miyamoto Musashi a perfectionné sa technique distinctive des deux sabres, une forme de combat révolutionnaire qui deviendrait à la fois son héritage personnel et un art martial officiel. Contrairement au style traditionnel qui reposait sur l'utilisation d'un seul sabre à deux mains, la méthode de Musashi mettait l'accent sur l'équilibre, la fluidité et l'adaptabilité en utilisant un sabre dans chaque main. Il pensait que tenir une arme à deux mains limitait l'amplitude des mouvements et ralentissait la réaction du guerrier. Son innovation permettait une forme de combat plus dynamique et réactive, adaptée à l'imprévisibilité des véritables batailles. Après des années de réclusion et d'autodiscipline, s'entraînant souvent seul dans les montagnes, Musashi est sorti de la nature sauvage, n'étant plus un vagabond téméraire, mais un guerrier d'une habileté redoutable. Le jeune guerrier allait bientôt se rendre à Kyoto. En l'an 1604, Musashi arriva dans la ville, qui était alors la capitale impériale du Japon. Depuis 4 ans, Musashi vivait en retrait, se consacrant entièrement à la perfection de sa technique des deux sabres. Maintenant, à l'âge de 21 ans, il sortit de l'obscurité avec un objectif unique: gagner la renommée en tant que l'un des plus grands guerriers du Japon. Il comprenait que s'il pouvait vaincre les maîtres de l'une des écoles de sabre les plus prestigieuses de Kyoto, son nom se répandrait à travers le pays comme une traînée de poudre. Les frères Yoshioka, Seijuro puis Shishiro étaient les chefs de la célèbre école d'arts martiaux Yoshioka. Leur réputation était formidable, ce qui renforçait le prestige de leur école. Il faut comprendre que les Yoshioka avaient autrefois servi comme instructeurs officiels d'escrime auprès des shoguns Ashikaga, les dirigeants les plus puissants du Japon. Parmi leurs élèves notables figurait Ashikaga Yoshiteru lui-même, un shogun. Célèbre pour sa maîtrise légendaire du sabre de son vivant, il était considéré comme l'un des meilleurs escrimeurs du pays. Des deux frères, Seijuro était l'aîné, connu pour sa concentration intense et son calme,
des traits qui lui donnaient un avantage distinct au combat. Son jeune frère, alors Shichiro, en revanche, était impulsif et colérique. Lorsque Musashi les a défiés, ils se sont moqués de l'idée. Pour eux, il n'était qu'un vagabond sans nom, guère plus qu'un paysan. Pourtant, ils ne pouvaient ignorer sa lignée. Le père de Musashi, Shinmei Nisei, avait autrefois été considéré comme un maître épéiste à part entière, et cette réputation obligeait les Yoshioka à accepter le défi. La légende raconte qu'à l'époque du shogun Yoshiteru, un duel officiel fut organisé entre l'école Yoshioka et le père de Musashi. Nisei avait gagné avec un score de 2-1, un résultat qui blessa l'orgueil des Yoshioka. Ce souvenir persistait encore, une offense transmise de génération en génération. Maintenant, avec Musashi devant eux, ils voyaient une occasion non seulement de prouver leur propre supériorité, mais aussi de venger l'honneur de leurs prédécesseurs. Furieux et désireux de restaurer le nom de leur famille, ils acceptèrent d'affronter le jeune guerrier. Selon la légende, le jour du duel fixé, Yoshioka Seijuro, l'aîné des deux frères, se tenait prêt et calme, attendant son adversaire. Mais Musashi était introuvable. Les heures passèrent. Ce retard n'était pas un accident, mais une ruse délibérée, la manière de Musashi de déstabiliser son adversaire avant même de dégainer son sabre. À chaque instant qui passait, la concentration légendaire de Seijuro commençait à se fissurer. Enfin, Musashi semblait calme et impénétrable. À ce moment-là, le légendaire sang-froid de Seijuro s'était brisé. Les deux hommes se faisaient face, chacun armé d'un bokuto, un sabre d'entraînement en bois. Selon les termes, une seule frappe déciderait du vainqueur avec une précision clinique. Musashi fit un pas en avant et asséna un coup écrasant à l'épaule gauche de Seijuro, lui brisant le bras et mettant fin au duel, honteux et brisé. Seijuro abandonna son titre de chef des Yoshioka et se retira du monde des guerriers, embrassant la voix paisible d'un moine zen. Mais le nom des Yoshioka n'avait pas encore épuisé toute sa fureur. Le frère cadet Denjishiro, fougueux et avide de vengeance, défia Musashi dès le lendemain, cette fois pour un duel à mort. Une fois de plus, Musashi arriva en retard, juste assez pour attiser la colère de Denjishiro jusqu'à l'imprudence. Au début du duel, Musashi ne perdit pas de temps et porta un coup rapide à la tête. Il terrassa son adversaire instantanément et, selon certains récits, le frappa si fort qu'il mourut sur le coup, les deux frères ayant été vaincus. L'école Yoshioka, autrefois une institution vénérable de l'escrime, gisait en ruine, son héritage brisé par la main d'un ronin obscur venu d'un village rural. La direction du clan revenait désormais à un garçon de seulement 12 ans nommé Matashishiro. Désespéré de restaurer l'honneur de sa famille, le jeune héritier lança un défi officiel à l'homme qui les avait déshonorés. Le duel était fixé au crépuscule, un détail qui éveilla la suspicion de Musashi. Sentant la trahison, il arriva sur les lieux en avance et se dissimula dans l'obscurité environnante d'un temple. Sa prudence était bien fondée. Lorsque le jeune garçon arriva, il n'était pas seul. Des hommes armés, des épéistes, des archers et des fusiliers se cachaient dans l'ombre, prêts à tendre une embuscade. Le garçon n'était que l'appât avant qu'il ne puisse agir. Musashi frappa. Sortant de l'obscurité, il fonça sur le garçon et le décapita d'un seul coup, sans pitié. Entouré d'ennemis, il dégaina son second sabre et se fraya un chemin à travers l'embuscade, abattant ceux qui voulaient sa mort avant de disparaître dans les rizières. Au-delà, ainsi, l'école Yoshioka fut anéantie. Entre les années 1605 et 1612, Musashi parcourut le Japon lors de ce qu'on appelait un pèlerinage du guerrier, une quête personnelle de perfectionnement martial. En chemin, il participa à de nombreux duels aiguisant son art à chaque affrontement. En 1607, à l'âge de 24 ans, Musashi chercha un adversaire redoutable, aujourd'hui connu uniquement par son nom de famille, Shishiro. Cet homme était un escrimeur respecté, célèbre pour sa maîtrise du Kurashigama,
une arme composée d'une faucille attachée à une chaîne avec une extrémité lestée. Shishido, ayant entendu parler de la légende grandissante de Musashi, était déterminé à mettre fin à l'idée de son invincibilité. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Shishido a immédiatement commencé à faire tournoyer la chaîne de son arme. Le poids en fer sifflait dans l'air en décrivant des arcs mortels. Musashi observait attentivement le mouvement, admirant même l'élégance de la technique pour mesurer la distance et la portée de l'arme tournoyante. Musashi passa son long sabre dans sa main gauche et dégaina son sabre court de la main droite, adoptant la garde inversée, peu orthodoxe à deux sabres. Puis, sans hésiter, il l'avança, faisant tournoyer le sabre court au-dessus de sa tête dans un mouvement étrange, presque hypnotique. Shishido fut pris de court. La vue de la lame tournoyante le déstabilisa, brisant sa concentration. Alors que Musashi réduisait la distance, Shishido commença instinctivement à battre en retraite. À cet instant crucial, alors que son adversaire commençait à reculer, Musashi lança le sabre court avec une vitesse et une précision stupéfiantes. La lame frappa Shishido en plein torse. Sans la moindre hésitation, Musashi s'élança en avant et termina le duel, abattant son adversaire stupéfait d'un seul mouvement fluide. Après avoir vaincu Shishido, Musashi se rendit dans la nouvelle capitale, Edo. Attiré par le défi d'affronter ceux qui avaient une réputation redoutable, il livra de nombreux duels, mais des adversaires dignes de lui se faisaient de plus en plus rares. En l'an 1612, à l'âge de 29 ans, il arriva dans la région de Chugoku. Pendant les 2 années précédentes, il était resté à Edo, cherchant à organiser des combats, mais son statut de hors-la-loi jetait une ombre persistante, l'empêchant d'affronter les meilleurs bretteurs de l'époque. Frustré mais non découragé, il reprit la route, avide de combat. Pourtant, même cette voie était entravée, car la rigidité de la bureaucratie exigeait que chaque duel soit officiellement approuvé, un processus ralenti par de nombreux retards. Muso Gonosuke était un samouraï renommé et le fondateur traditionnel de l'école Korui de Jojutsu, l'art martial du bâton court. Comme Musashi, il était un sabreur itinérant, animé par la recherche d'adversaires dignes et le perfectionnement de sa technique à travers ses duels. Il enseignait l'art du sabre à quelques élus et sa réputation grandit en tant que guerrier redoutable qui, selon la légende, avait vaincu nombre des meilleurs du Japon sans jamais connaître la défaite lui-même. On disait même qu'il avait déjà affronté et vaincu le père de Musashi lorsque Musashi se présenta devant lui. On dit que Konosuke l'aurait fait. Lorsqu'on lui demanda, avec une pointe de mépris, si la technique du fils égalait celle du père, Musashi répondit calmement « Si vous avez vu la technique de mon père, alors vous avez vu la mienne. » Le duel commença. Gonosuke, débordant de confiance, se précipita en avant, sabre à la main, mais Musashi, calme et posé, esquiva le coup sans effort en un éclair. Il croisa son long et son court sabre en une parade en forme de X, piégeant la lame de Gonosuke et arrêtant l'assaut avec un contrôle impeccable. Stupéfait par la facilité avec laquelle il avait été déjoué, Gonosuke se retira en silence. La défaite fut plus douloureuse que toute l'âme. En quête de compréhension, il se retira dans un monastère où il se consacra à la méditation et à l'introspection. Le duel le plus célèbre de Musashi fut contre le célèbre samouraï Sasaki Kojiro, un guerrier d'une telle habileté au sabre. Il gagna le redoutable titre de démon des provinces de l'Ouest. Selon la légende, au printemps de l'année 1612, Musashi, alors âgé de 29 ans, se rendit à Kokura, dans le nord de Kyushu. Là, il fut accueilli par Nagaoka Sado, un samouraï vassal du clan Ozokawa et ancien élève du père de Musashi. Par le destin ou le hasard, un autre grand sabreur se trouvait à Kokura au même moment, Sasaki Kojiro. Alors que Musashi était encore en train de se forger une réputation de duelliste, Kojiro était déjà un maître bien établi, largement considéré comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur sabreur de tout le Japon. Sa réputation le précédait. Non seulement il était inégalé au combat, mais il était aussi connu comme un homme raffiné, cultivé, élégant et maître dans l'art des bonnes manières.
À cette époque, Kojiro séjournait au château local en tant qu'invité d'honneur de la famille Hosokawa. La rumeur disait qu'il allait bientôt rejoindre la suite personnelle de Hosokawa Tadaoki. Kojiro était particulièrement vénéré pour une technique de son invention, la reprise de l'hirondelle. L'histoire la décrit comme une manœuvre trompeuse où, après avoir porté un puissant coup vers le bas, le sabreur tordait soudainement son poignet pour lancer une frappe ascendante tout aussi mortelle, prenant ainsi son adversaire par surprise. Selon la légende, Kojiro avait perfectionné cette technique en tranchant des hirondelles en plein vol avec son katana. D'autres affirmaient que la technique imitait le mouvement fluide et imprévisible d'une hirondelle juste avant de s'envoler. Musashi, cependant, était un tout autre type de guerrier, mystérieux et non conventionnel. Il était apparu apparemment de nulle part, ne revendiquant ni maître, ni école, ni lignée. Bien que son habileté fût indéniable, beaucoup le considéraient encore comme un vagabond dangereux, un solitaire imprévisible qui défiait la tradition. Pourtant, l'opportunité qui s'offrait à lui était irrésistible. Affronter un épéiste de la stature de Kojiro était un défi que Musashi ne pouvait pas ignorer. Il envoya la lettre de défi habituelle que Kojiro accepta sans hésiter. La situation était délicate. Musashi, invité d'un vassal Hosokawa, défiait un autre invité du seigneur Hosokawa lui-même. Cependant, aucune objection ne fut soulevée et le défi fut accepté par Kojiro. Le duel fut fixé à 8h du matin le 14 avril. Pourtant, à la veille du combat, Musashi disparut. Une fouille fut menée à travers Kokura. Mais Musashi avait disparu aussi silencieusement qu'une ombre. Au crépuscule, le matin du duel se leva, clair et tendu. Sasaki Kojiro arriva sur la plage précisément à l'heure convenue, vêtu impeccablement de ses plus beaux habits, la posture sereine. Son esprit affûté pour le combat à venir. Mais il n'y avait aucun signe de son adversaire. Les minutes s'étirèrent en heures. Kojiro et les témoins rassemblés restèrent à attendre, leur anticipation se transformant lentement en malaise. Puis, au loin sur l'eau, une petite barque apparut, sa figure de proue reconnaissable entre toutes. C'était Musashi lui-même. Plus tôt ce matin-là, des samouraïs du clan Hosokawa l'avaient trouvé profondément endormi dans une auberge modeste. Quand ils l'ont réveillé, il a pris son temps pour le petit déjeuner et s'est habillé sans se presser. Il n'a montré aucun signe qu'il s'apprêtait à entrer dans un duel qui pourrait lui coûter la vie. Musashi est arrivé sur l'île bien après l'heure prévue, mais totalement calme. Il n'y avait pas la moindre trace d'anxiété dans son attitude. Il ne portait aucun habit cérémoniel, seulement les vêtements usés et grossiers de sa vie quotidienne. Les manches de son kimono étaient attachées derrière son dos avec un ruban pour faciliter ses mouvements et une serviette grossière entourait son front. Dans ses mains, il n'y avait pas de lame polie, mais un sabre en bois taillé ce matin-là dans une rame de bateau. Grossier dans sa forme, mais manié avec détermination. Devant lui se tenait Kojiro, une vision d'élégance, vêtue de riches étoffes et tenant une arme magistralement façonnée. Le contraste était saisissant, le raffiné face au brut, le formel face au sauvage. Un homme de tradition et un voyou guidé par l'instinct, ils étaient le jour et la nuit, chacun étant le reflet de ce que l'autre n'était pas. Dès que Kojiro le vit sortir du bateau, il le réprimanda depuis la rive. « As-tu tellement peur que tu as même oublié l'heure de notre duel ?» lança-t-il. Musashi ne dit pas un mot et resta simplement sur ses gardes, son sabre en bois s'approchant lentement de son adversaire. Kojiro se prépara à l'affronter, dégaina son katana et jeta le fourreau au sol. Ce geste signifiait que le combat serait à mort. Alors que les vagues emportèrent le fourreau de Kojiro au large, Musashi esquissa un sourire moqueur. « Tu as déjà perdu, Kojiro, dit-il calmement. L'issue de ce duel est décidée. » Kojiro, perplexe, plissa les yeux. « De quoi parles-tu » Musashi répondit, son ton aussi détaché que s'il commentait la météo. « Depuis quand un guerrier qui espère survivre jette-t-il le fourreau de son sabre ?» Musashi était un maître non seulement de la lame,
mais aussi de l'esprit. Ses paroles, tout comme ses retards, étaient des armes en soi, des actes subtils de guerre psychologique destinés à déstabiliser son adversaire. Le fourreau jeté, le retard de plusieurs heures, la tenue peu orthodoxe, tout cela était des mouvements calculés, dans un jeu que Kojiro commençait seulement à comprendre, même si Kojiro gardait son sang-froid. L'arrogance de Musashi blessait plus profondément que n'importe quelle épée. Déterminé à la faire taire, Kojiro leva haut sa lame, adopta la garde haute et se prépara à frapper. Il abattrait sa redoutable épée sur le front de Musashi et mettrait fin au duel d'un seul coup. Mais Musashi était déjà en mouvement lorsque la grande lame de Kojiro fendit l'air tel un éclair. Le coup de Musashi tomba au même instant, son sabre en bois décrivant un arc vers le bas, visant directement la tête de Kojiro. En un seul souffle, le destin fut scellé. Les deux coups frappèrent presque simultanément. Puis, le silence. Les deux guerriers restèrent figés, bloqués dans les postures finales de leurs attaques, immobiles comme des statues. Un silence feutré tomba sur la plage. Le temps lui-même sembla s'arrêter. Personne n'osa respirer. Puis doucement, la serviette nouée autour du front de Musashi se détacha et vola au vent. Elle avait été fendue nettement en deux. Les morceaux furent emportés par le vent et dérivèrent comme des pétales tombés. Et l'instant d'après, Kojiro s'effondra. Silencieux, sans vie, sans un bruit. Enfin, Musashi bougea. Il fit un pas en avant, réduisit la distance en deux foulées et porta un dernier coup rapide pour s'assurer de la fin de son adversaire. Il se tenait au-dessus du corps inerte de Kojiro, impassible, observant jusqu'à ce que le dernier frémissement de vie ait disparu. Puis, sans un mot, il se tourna vers les témoins rassemblés. Il s'inclina avec une formalité calme, puis marcha avec une détermination silencieuse vers le bateau qui l'attendait. Il monta à bord sans hésitation et partit en direction du continent. Il resta debout en silence, les yeux fixés sur la mer ouverte devant lui, tandis que les vagues l'emportaient loin du rivage. Dans la légende, ou du moins selon l'histoire, entre les années 1614 et 1615, Musashi prit part au siège d'Osaka, un conflit décisif entre le shogunat Tokugawa et le clan Toyotomi. Au cœur du conflit se trouvait Toyotomi Hideyori, fils du défunt Toyotomi Hideyoshi, autrefois l'homme le plus puissant du Japon. Pendant des années, Hideyori vécut dans la réclusion, tandis que des rumeurs propagées par son tuteur nommé par les Tokugawa, Katagiri Katsumoto, le dépeignaient comme faible et inefficace dans le but d'éviter toute agression du shogunat. Cependant, en 1611, Hideyori rencontra Tokugawa Ieyasu, qui fut surpris de découvrir que le jeune homme était bien plus capable qu'il ne l'avait imaginé. En 1614, Hideyori avait commencé à reconstruire le château d'Osaka et à rassembler une force de Ronin et d'opposants au régime Tokugawa, un acte considéré comme une défiance. Bien que Katsumoto ait tenté de servir de médiateur, en proposant que Yododono soit envoyé à Edo comme otage pour apaiser les tensions, elle a refusé. Soupçonnant une trahison, Yododono a expulsé Katsumoto et les autres fidèles au Tokugawa. La diplomatie ayant échoué et la résistance armée s'intensifiant à Osaka, Ieyasu a saisi l'occasion. Les Tokugawa ont lancé une campagne pour écraser les Toyotomi une bonne fois pour toutes, marquant ainsi le début du siège d'Osaka. On pense que Musashi a participé à l'armée des Tokugawa sous le commandement de Mizuno Katsutoshi, un puissant daimyo. Il est rapporté que Musashi a servi de garde du corps à Katsutoshi, jouissant désormais d'une réputation d'épéiste exceptionnelle. Bien que peu de choses soient enregistrées sur le rôle direct de Musashi dans le conflit, on sait qu'il a servi sous les ordres de Katsutoshi, qui a combattu et triomphé lors de la bataille de Domyoji pendant le siège d'Osaka. L'affrontement final et décisif eut lieu lors de la bataille de Tennoji en juin 1615, où les forces Tokugawa encerclèrent le château d'Osaka. Dans une ultime tentative pour inverser la situation, Hideyori conçut un plan audacieux. Ses commandants, Sanada Yukimura et Onohuru Naga, devaient engager les Tokugawa de front, tandis qu'Akashi Morishige lançait une attaque surprise par l'arrière.
Au milieu de cette manœuvre, Hideyori lui-même sortirait du château pour charger, ralliant ses troupes sous la bannière de son père, Toyotomi Hideyoshi. Cependant, les forces Tokugawa dirigées par Ieyasu lui-même tinrent bon, bien qu'Ieyasu ait été blessé au combat. Sanada fut tué et décapité, et l'attaque de flanc de Morishige s'effondra. La stratégie étant en ruine, Hideyori resta comme dernière ligne de défense. Un bombardement incessant détruisit alors une grande partie du château d'Osaka qui prit ensuite feu. Et peu après, Hideyori et sa mère Yododono se suicidèrent par seppuku. Le jeune fils de Hideyori, dernier héritier de la lignée Toyotomi, fut exécuté. Avec d'innombrables ronins, le siège d'Osaka marqua la dernière grande confrontation entre deux armées de samouraïs. Et Miyamoto Musashi était là pour être témoin de la fin d'une époque. Il avait environ 30 ans lors de cette bataille décisive. Miyake Gunbei fut un vassal éminent au service de Honda Tadamasa, plusieurs années après que celui-ci eut établi son autorité dans la région. Miyamoto Musashi ouvrit un dojo dans la ville et afficha audacieusement une enseigne indiquant « Miyamoto Musashi, le plus grand sabreur de tout le Japon ». Avec cette proclamation, Tadamasa estima qu'il s'agissait d'un affront à son autorité et à la réputation de son clan. Il ordonna à son vassal le plus habile, Gunbei, de rendre visite à Musashi et de mettre sa prétention à l'épreuve. En l'an 1621, Gunbei se présenta chez Musashi, mais il dut attendre plus d'une heure. Furieux, il s'exclama « Quelle insolence de me faire attendre, moi, l'un des principaux vassaux du fief !» alors qu'il est mais un ronin sans maître. Enfin, Musashi apparut et, sans s'excuser, dit « Si j'avais su que votre visite était pour me défier en combat, je serais venu plus tôt. Mais j'étais en pleine partie de Go avec un invité. Si vous le souhaitez, nous pouvons aller dans le jardin maintenant. Je vous laisse choisir l'arme, acier ou bois, comme vous préférez. » Gunbei, encore plus irrité par le calme et l'indifférence de Musashi, se retint, se rappelant que son seigneur lui avait ordonné de seulement tester les compétences de Musashi et non de lui faire du mal. En entrant dans le jardin, Gunbei arracha un morceau de bambou pour s'en servir comme arme. Musashi prit son habituel sabre en bois. Le duel fut terminé en un éclair. Gunbei, stupéfait par la rapidité et la technique de Musashi, reconnut sans hésiter que Musashi avait vraiment mérité son titre. Il retourna auprès de Tadamasa et fit son rapport, affirmant que Musashi était en effet le plus grand sabreur du pays. En 1633, Musashi s'installa chez Hosokawa Tadatoshi, le daimyo du château de Kumamoto, qui venait de s'installer dans le domaine de Kumamoto après avoir quitté Kokura. Pendant cette période, Musashi consacra la majeure partie de son temps à l'enseignement, à la peinture et à l'introspection, ne participant qu'à très peu de duels. Cependant, une rencontre notable eut lieu en 1634 lorsqu'il croisa la route de Matabe, un maître renommé de la lance. Alors que Musashi séjournait à Kokura, Matabe lui rendit visite à plusieurs reprises, désireux d'apprendre du célèbre sabreur. À un moment donné, le seigneur d'Ogasawara demanda un affrontement officiel entre les deux guerriers. Bien que Matabe fût réticent, il ne pouvait pas refuser l'ordre de son seigneur. Pour le duel, Matabe choisit une lance en bambou, tandis que Musashi opta pour un sabre d'entraînement en bois. Au début du combat, Matabe attaqua le premier, lançant des assauts rapides et disciplinés. Mais Musashi, calme et posé, réduisit la distance et perça la garde de son adversaire en utilisant une posture intermédiaire, remportant la victoire lors des deux premiers affrontements. Cependant, lors du troisième round, la lance de Matabe glissa entre les jambes de Musashi. À ce moment-là, Musashi recula et dit avec un sourire en coin « J'ai été touché. Donc cette fois j'ai perdu. » Il se tourna alors vers les spectateurs rassemblés et loua l'habileté exceptionnelle de Matabe avec la lance. Plus tard, Matabe réfléchit à la rencontre. Maître Musashi est un véritable adepte. Je n'ai jamais réussi à frapper. Il ne m'a accordé ce dernier round que pour épargner ma fierté. À cette époque, Miyamoto Musashi approchait de la cinquantaine, ayant dépassé son apogée physique. Mais selon ce récit, il semblait inégalé en profondeur, en humilité et en grâce. En 1637, Miyamoto Musashi
participa à la répression de la rébellion de Shimabara, un important soulèvement dans le domaine de Shimabara contre le shogunat Tokugawa. La révolte, qui dura du 17 décembre 1637 au 15 avril 1638, fut déclenchée par des hausses d'impôts oppressives imposées pour financer la construction du château de Shimabara et la persécution brutale du christianisme. La rébellion était dirigée par le charismatique Amakusa Shiro, âgé de 16 ans à la tête d'une coalition de ronins mécontents et de paysans catholiques. En réponse, le shogunat a dépêché une force de plus de 125 000 soldats soutenus par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Les rebelles ont d'abord assiégé les châteaux de Tomioka et de Hondo, mais ont été repoussés par des renforts venus des domaines voisins. Ils ont ensuite tenté de prendre le château de Shimabara, mais ont de nouveau échoué. Les rebelles se sont regroupés sur les ruines du château de Hara, autrefois résidence du clan Harima. Là, ils ont fortifié leur position en utilisant le bois de leurs bateaux et les provisions qu'ils avaient saisies à plusieurs clans, se préparant à une ultime résistance. Sous le règne du shogun Tokugawa Ieyamitsu, les forces combinées des domaines locaux, dirigées par Itakura Shigemasa, assiégèrent le château de Hara, dernier bastion des rebelles de Shimabara. Parmi ceux présents se trouvait le légendaire sabreur Miyamoto Musashi, qui servait de conseiller militaire pour aider Hosokawa Tadatoshi, bien qu'il ait joué un rôle principalement stratégique. L'un des rares récits vérifiables de la participation de Musashi à un combat actif raconte un moment où il fut désarçonné par une pierre lancée par un paysan rebelle. Un rare aperçu du guerrier désormais vieillissant, pris au milieu du chaos de la guerre. Les forces du shogunat, peinant à briser l'impasse au château de Hara, firent appel aux Hollandais pour obtenir de l'aide. En réponse, les Hollandais fournirent de la poudre à canon et des canons, et un bombardement total de la forteresse rebelle commença. Malgré l'assaut incessant, les défenseurs, dont beaucoup étaient d'anciens samouraïs aguerris, tinrent leur position pendant des mois, infligeant de lourdes pertes aux troupes du shogunat. Des conditions hivernales rigoureuses rendirent le conflit encore plus éprouvant pour les deux camps. Pourtant, les rebelles, isolés et coupés de leur ravitaillement, se retrouvèrent rapidement à court de vivres et de munitions. Le 4 avril 1638, dans un ultime acte de désespoir, plus de 27 000 rebelles lancèrent un assaut massif contre l'armée du shogunat, forte de 125 000 hommes. L'attaque échoua et les rebelles furent contraints de battre en retraite. 8 jours plus tard, les troupes du shogunat percèrent les défenses extérieures de la forteresse. Les rebelles restants continuèrent à résister, infligeant férocement de lourdes pertes jusqu'à ce qu'ils soient finalement submergés le 15 avril. Dans les suites de l'événement, le shogunat exécuta environ 37 000 rebelles et sympathisants lors d'une purge brutale. La tête tranchée d'Amakusa Shiro, le jeune et charismatique chef rebelle, fut emmené à Nagasaki et exposé publiquement pour servir d'avertissement aux autres. La rébellion de Shimabara fut le plus grand conflit civil de la période Edo et l'un des rares soulèvements majeurs durant le règne par ailleurs stable et ordonné du shogunat Tokugawa. À ce stade, Miyamoto Musashi avait pris part à certains des événements les plus décisifs de l'histoire féodale du Japon. La bataille de Sekigahara, qui a unifié la nation, le siège d'Osaka, qui a conduit le clan Toyotomi à sa ruine, et maintenant la rébellion de Shimabara. Ultime écho de résistance? C'était un homme qui avait été témoin de la mort, sous toutes ses formes, sur le champ de bataille, en duel et à travers les bouleversements d'une époque. Jusqu'à présent, la vie de Musashi avait été définie par des voyages incessants, des duels et une quête de maîtrise. Mais au fil des années, il a commencé à rechercher quelque chose de différent, la stabilité. Un endroit où il pourrait déposer son sabre, réfléchir à toute une vie d'expérience et mettre sa philosophie par écrit. En 1643, vers l'âge de 58 ans, il trouva ce refuge dans une paisible retraite bouddhiste, nichée à mi-hauteur d'une montagne. Là, dans la solitude d'une grotte de pierre, Musashi entama le dernier chapitre de sa vie. Entouré par la nature et le silence, il commença à écrire l'œuvre qui allait à jamais inscrire son nom dans l'histoire.
le livre des 5 anneaux. Les 5 livres font référence à l'idée qu'il existe différents éléments du combat, tout comme il existe différents éléments physiques dans la vie. Il y avait un livre de la terre, de l'eau, du feu, du vent et du vide. Le livre de la terre sert d'introduction et aborde de façon métaphorique les arts martiaux, le leadership et l'entraînement comme la construction d'une maison. Le livre de l'eau concerne la stratégie, la spiritualité et la philosophie. Le livre du feu fait référence à la chaleur du combat. Le livre du vent traite de ce que Miyamoto Musashi considère comme les faiblesses des différentes écoles contemporaines d'escrime. Et que, bien que la plupart des écoles possèdent des stratégies secrètes et anciennes, la plupart des formes sont dérivées d'autres arts martiaux. Le livre du vide, bien que court, énumère de façon philosophique la nature à la fois de la connaissance humaine et des choses qui ne peuvent être vues. Miyamoto Musashi souligne que les gens doivent apprendre à percevoir ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ou saisir. Dans le livre des 5 anneaux, Miyamoto Musashi expose et défend son célèbre style à 2 sabres. La voie de la marche. Seule est une œuvre brève mais profonde, écrite par Miyamoto Musashi seulement 1 semaine avant sa mort, comprenant 21 préceptes. Elle a été écrite alors qu'il abandonnait ses biens dans une préparation silencieuse à la fin de sa vie. Sobre et sans compromis, le texte reflète la philosophie introspective de Miyamoto Musashi. Une vie façonnée par la discipline, la solitude et une honnêteté inébranlable. Elle offre un dernier aperçu de l'esprit d'un guerrier qui a suivi son chemin seul, guidé par la clarté, le but et une détermination intérieure inébranlable. Voici ces 21 principes. Accepte tout tel que c'est. Ne recherche pas le plaisir pour le plaisir. Ne dépend sous aucun prétexte d'un sentiment partiel. Pense légèrement à toi-même et profondément au monde. Sois détaché du désir toute ta vie durant. Ne regrette pas ce que tu as fait. Ne sois jamais jaloux. Ne te laisse jamais attrister par une séparation. Le ressentiment et la plainte ne conviennent ni pour soi-même ni pour les autres. Ne te laisse pas guider par le sentiment de désir ou d'amour en toute chose. N'aie pas de préférence. Sois indifférent à l'endroit où tu vis. Ne poursuis pas le goût de la bonne nourriture. Ne t'accroche pas aux possessions dont tu n'as plus besoin. N'agis pas selon les croyances coutumières. Ne collectionne pas d'armes et ne t'entraîne pas avec des armes au-delà de ce qui est utile. Ne crains pas la mort. Ne cherche pas à posséder des biens ou des fiefs dans ta vieillesse. Respecte Bouddha et les dieux. Sans compter sur leur aide, tu peux abandonner ton propre corps, mais tu dois préserver ton honneur. Ne t'écarte jamais de la voie. En rédigeant ses livres, Musashi était pleinement conscient que sa fin approchait, probablement à cause d'une maladie que l'on pense être un cancer. Le paradoxe de sa vie réside dans le fait que, en affrontant la mort à de nombreuses reprises, sur le champ de bataille et en perfectionnant son art du sabre, il a transcendé les peurs terrestres pour atteindre une paix profonde, une forme d'illumination née à travers l'art du sabre. Cet éveil spirituel distingue Musashi comme un guerrier extraordinaire, sans égal au-delà de sa seule prouesse martiale. Miyamoto Musashi était un artiste et écrivain talentueux en peinture, sculpture et poésie. Il est décédé en 1654 et l'un de ses élèves a décrit ses derniers instants. Miyamoto Musashi s'est fait redresser, a serré sa ceinture et a fixé son sabre court, assis avec un genou relevé. Il tenait son sabre dans la main gauche et sa canne dans la main droite. C'est dans cette posture digne, à l'âge de 62 ans, qu'il a rendu son dernier souffle. Les principaux vassaux de Lord Hosokawa et d'autres officiers ont solennellement célébré les rites funéraires, érigeant une tombe pour lui sur le mont Iwato, sur ordre du Seigneur. La légende raconte que pendant les funérailles, un éclair a traversé le ciel, comme si la nature elle-même marquait le passage d'une grande âme. Beaucoup considèrent Musashi comme le plus grand samouraï ayant jamais existé, victorieux de plus de 60 duels, participant à de grandes batailles, auteur d'œuvres philosophiques et créateur de son propre art martial. L'une de mes citations préférées dans le livre du feu, composé par Musashi, dit ceci: «
De même qu'un homme peut vaincre 10 hommes, 1000 hommes peuvent vaincre 10 000. Cependant, vous pouvez devenir un maître de la stratégie en vous entraînant seul avec un sabre. Ainsi, vous pouvez comprendre les stratagèmes de l'ennemi, sa force et ses ressources, et apprendre à apprécier comment appliquer la stratégie pour vaincre 10 000 ennemis. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve tous la semaine prochaine pour un autre épisode de Profils historiques.